Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Toujours avec la ECW en 1997, juin 1997 pour être précis. Et je sais, c'est un épisode que vous attendiez énormément parce que on a du temps, apparemment, on a un peu de temps devant nous. Donc on va pouvoir reprendre sérieusement cette carrière sur TEW, ECW 1997 et monter jusqu'à ce que TEW 2020 sorte. On attend des communiqués de la part d'Adam Ryland, peut-être que la sortie sera pressée, je sais pas, au vu de la situation mondiale, globale, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, soyez sûrs et certains que je vais rester fort, on va tous rester forts, on va continuer de se divertir, de parler de catch, et en plus de ça, ça tombe bien parce que dans TEW, nous on peut remplir des arènes, encore, parce qu'il n'y a pas ce... voilà. Peut-être que dans TEW 2020, ils vont rendre la catastrophe possible, pandémie, le monde du catch s'arrête. Là, Adam Ryland, il s'est dit, merde, il y a peut-être un coup à jouer, là, on sait pas. Il y a peut-être un truc réaliste à apporter, parce qu'on est quand même dans une situation où le monde du catch est loin d'être banal. Juste pour information, également, je vais également jouer à TEW prochainement sur Twitch. Alors, je sais pas encore exactement quand, mais je vous préviendrai, parce que je vais préparer une partie sur Twitch, donc vous pouvez me suivre, c'est Sturi316 pour me suivre. Il y a les liens, pas dans la description de la vidéo, mais quand vous allez dans les biographies de la vidéo, enfin voilà, Sturi316 sur Twitch. Pas compliqué, voilà. Alors là, encore moins compliqué. Et on va démarrer une partie un peu mode bac à sable, en créant notre propre compagnie en France. Voilà. On va partir de France avec beaucoup d'argent. Et on va essayer d'aller concurrencer les plus gros. Voilà. Je sais pas où ça nous mènera. Ça streamera non-stop, donc c'est-à-dire, bon, ça va peut-être être un peu chiant, je pense même au début, parce que on va pas pouvoir faire beaucoup de choses. Je vais essayer de mettre en place rapidement un weekly ou autre, mais je sais pas encore comment ça va prendre. Et puis peut-être que ça va être la catastrophe économique. On verra bien. On découvrira ça ensemble. Ça va être, voilà, un gros mode détente sur la dernière database de Flage, donc ça sera du monde réel, cette fois-ci. Voilà. L'instant promotion est passé, attaquons les amis, lançons-nous dans ce mois de juin où, rappelez-vous, au mois de mai, on avait une bonne économie, on avait dépensé beaucoup d'argent pour rompre des deals TV, mais finalement, on s'est plutôt bien équilibré, on a perdu que 164 000 $. On devrait refaire de l'argent facilement ce mois-ci. Donc on est parti pour vivre l'intégralité de ce mois de juin, il va y avoir beaucoup de bookings, j'ai procédé à quelques petites recrues, pas des plus intéressantes, voilà, au niveau du roster, j'ai recruté par exemple Billy Kidman, qui va venir renforcer la division XTV. Je sais plus si je l'avais fait déjà au précédent épisode, mais il n'a pas encore démarré. Donc voilà, il y a Billy Kidman. Il y a Spike Dudley aussi qui est arrivé. Et ouais, voilà, mais pour la division XTV. Donc dans ma grosso modo branche de développement, j'ai aussi pris... alors même si je connais absolument pas ce catcheur, il y a un catcheur que j'ai pris, je le connais pas. Je le connais pas le mec. Je le connais pas particulièrement. Mais je sais même pas où il est. J'ai peut-être pas encore recruté. Il va peut-être arriver après. Enfin bref. Il y a d'autres noms sur lesquels on est en contact. Vous le savez, je suis en contact avec Brian Pillman. Ce serait la super recrue là pour ce mois de juin. On va découvrir si l'ami Brian Pillman nous rejoint. Et on va poursuivre tout ça avec déjà, dès ce soir, voilà, le booking du premier Hardcore TV. Je le rappelle que Chris Benoit a obtenu une chance pour affronter Kurt Hennig 1 contre 1 à Hardcore TV. On est parti, on est prêt. Des locker room incident avant toute chose. Ah, oui, bien sûr. Avec Shane Helms. Incident avec Shane Helms. Qui est arrivé très tard. Il est arrivé en retard. Il a cassé certaines des locker room rules. En tant qu'employeur, je dois prendre une décision vis-à-vis de la situation. Je lui fous une amende. Il est pas content. Et Shannon Moore non plus. Peu importe. Faut les discipliner. Les deux petits là vont faire la gueule. Amende. Logique. Ils arrivent en retard, ils arrivent en retard. Et ils sont récents dans le business. On marche droit. On rigole pas. La discipline, les amis. Restez chez vous. Voilà. Discipline. Lavez-vous les mains. Incident entre Terry Funk et le Sandman. Ah mince. Ah non, tout va bien. Ils vont super bien, backstage. Tu vois, les anciens, ça se passe bien. Voilà. Et leur bonne entente améliore l'état d'esprit de tout le locker room. Un locker room, je rappelle, confiné, bien sûr. Là, on va faire les cons. Et incident avec Saxon Castle. Ça m'inquiète. Non, il a créé une bonne atmosphère backstage. Il a fait des blagues. Et ça va. Ça se passe bien. Ça, j'ai peur. Tu vois, quand je vois un mec comme Saxon Castle assis dans backstage, je fais ah. Mais ça va. Ça va très bien. Bon, on est parti. On se met où faisons de l'argent. Franchement, sans déconner, faisons de l'argent. Allons dans la Twistate. Faisons de l'argent à gogo, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Non, Peak Best Venue, voilà. On va au City Harry A. Gampel Pavilion, qui est un endroit qui accueille plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes, Hardcore TV, qu'est-ce que tu veux, On va pas refaire le monde.
On est parti, booking, et à tout de suite. Allez, sur Hardcore TV qui débute avec un premier match entre les Suicide Blondes, qui vont affronter à nouveau Matt Bullbuster et Doug Gilbert. Doug Gilbert qui est désespérément à la recherche d'un partenaire, c'est la consigne que lui a donné son clan, de trouver un nouveau partenaire, puisque Perry Saturn a été viré, voilà, vous le savez, viré vraiment, c'est l'histoire, vous irez voir dans les précédents épisodes. Doug Gilbert est donc depuis quelque temps en relation avec Matt Bullbuster. Là, ils ont une chance au titre, alors qu'ils la méritent pas vraiment, parce que ça se passe pas bien, leur équipe, mais ils vont perdre. Voilà, ils vont perdre dans un super match qui me fait un 74. C'est une superbe note. Un match qui a eu du bon catch, il est noté, une bonne réaction de la part du public. Les Suicides Blondes vont battre Matt Bullbuster et Doug Gilbert en 11 minutes 36, quand Sexton Hardcastle va battre Doug Gilbert par pinfall, après une double spear. Deuxième défense de championnat pour les Suicides Blondes, donc Edge et Christian. Sexton Hardcastle était au-dessus de tout le monde en termes de in-ring, il fait une note de 88, fantastique. Doug Gilbert fait un 59, il est un peu en dessous de... Ah non, oula, Matt Bullbuster 57, Christian fait un bon 76. Donc voilà. Rick Rude et Joey Styles, ça marche très bien, les équipes marchent très bien, Sexton Hardcastle progresse sur sa gimmick, gros départ, et de ce fait, même la storyline entre les Dudley Boys, et les Suicide Blondes prend de la hit. Bah aussi parce que t'as une équipe babyface qui obtient des succès plutôt convaincants. Après le match, Matt Bullbuster va être dégoûté, il va dire « Je fais plus équipe avec ce bâtard, avec ce connard là, ce branleur de Doug Gilbert, il est nul !» Voilà, il lui dit, t'es nul, t'es nul, t'es nul, on peut rien faire, on s'en va. Raven contre Chris Justice. J'ai laissé la brand extension pour les Hardcore TV. Voilà, sincèrement, parce que j'ai besoin d'avoir des mecs pour jobber, mettre des gens en avant. Donc dans un match décent, classique CW Rules match, Raven va battre Chris Justice. C'est peut-être la meilleure perf de Chris Justice, qui fait un 71. Voilà. Juste pour que Raven prenne du momentum. Juste pour ça. C'est intéressant. C'est bien. 74, 46, peu importe. Qu'est-ce que je devais faire? Non. Ah oui, je dois changer la gimmick de Kimona Waneya parce que être une Daddy's Little Girl, c'était pas vraiment très intéressant. Et ça va être désormais une sex slave. Bah, vous connaissez Raven, voilà. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon. Bah c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Derrière, segment micro, Raven qui va dire qu'il est en pleine quête pour devenir champion. Et qui, n'hésitera pas à entraver certaines lois pour devenir champion, puisqu'il a tout perdu, on rappelle, son championnat de télé, etc. Il a décidé de le mettre au placard pour prendre le titre de Kurt Hennig. Voilà, mais pour l'instant, sa storyline est un peu au second plan. Là, ce soir, c'est Benoît contre Kurt Hennig pour le titre. Mais Raven veut le titre aussi. Tout le monde veut le titre, qu'est-ce qui se passe? Match pour la déconne, pareil, mais qui va me faire une très bonne note, match tag, classique, avec une équipe qui se connaît super bien, les Dudley Boys, bien entendu, qui vont battre Billy Kidman pour ce début et Chris Shetty. Donc, franchement, Kidman, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il vaut. Shetty, très sincèrement, pour l'instant, c'est pas terrible. Et ben là, on a eu un match qui me fait un 72 de rating, qui met juste over les Dudley Boys, qui est court en plus, 7 minutes 53. Billy Kidman débute sa gimmick de Old School Face. Alors attention, Billy Kidman, là, le Billy Kidman que j'ai en 97, n'a rien à voir avec celui du Raven's Lock. C'est vrai que la photo est pas trop contractuelle. Moi, dans l'idée, mon Billy Kidman, c'est juste un catcher. Pas mauvais, tu vois, un bon petit cruiserweight. Je vais peut-être changer la photo parce que celle-là, elle est vraiment très ancrée Raven's Lock à la WCW. Donc c'est pas mon but. Initial above average, donc c'est pas trop mal. La gimmick est pas trop mal perçue. Ça travaille bien, voilà, les notes sont bonnes. Devon Dudley fait un excellent 90, Bubberay fait un 83, Chris Shetty, on s'en fout, fait 28, Billy Kidman fait un bon 51. Un très bon 51. Et la storyline continue d'avancer parce que en parallèle, voilà, Edge et Christian, les Dudley Boys prennent des victoires, augmentent leur momentum. Donc c'est plutôt bien. Vader est en action juste après. S'adresse à la caméra, Vader, il va dire « Terry Funk, j'espère que tu vas bien regarder ce qui va se passer. » Et justement, Vader, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte Al Snow dans un match pour le buter, pour le détruire. 6 minutes 48, il le bat par soumission. T'imagines, Vader et des soumissions. Voilà, 79, excellente note, excellente note. Vader, impactant pour la télé et tout. Al Snow s'est blessé, il affronte Vader en même temps. Voilà. Vader fait une note de 90. Match super wrestling, superbe hit. Vader, Al Snow. Les gens détestent Vader. Mais attends, il s'en prend à Terry Funk. Normal. Al Snow s'est blessé. Merci Terry Taylor. Sympa Terry Taylor. Bon gars. Bon road agent.
Derrière, un angle, fantastique. Angle, alors 82 de rating pour cet angle, c'est la folie. Qu'est-ce qui se passe? On a Doug Gilbert qui vient voir la Dangerous Alliance, il va leur dire, mais les mecs, je vais trouver un partenaire, je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'ai peur de vous déshonorer et tout, parce que Kurt Hennig, il a dit, hein, on doit prendre les ceintures, partout où il y a des ceintures, il faut les prendre. Tout est pour nous. Là, sauf le titre télé, parce que c'est compliqué, il faut envoyer Rocky à XTV, et bon, c'est pas trop la priorité. Mais il veut que Doug Gilbert, s'il veut rester dans la Dangerous Alliance, il doit trouver un partenaire pour aller chercher ses championnats par équipe. Et c'est la galère. Et il est hilarant. 82, bonne note, très bien. Impeccable. Ensuite, un petit match pour calmer un peu les esprits, parce que je trouve qu'on a fait quand même des choses super bien jusqu'à présent. Faut pas déconner, hein. Ce XTV là, il est pas décollant du tout. Petit match pour déconner avec Babrand XTV, 3 contre 3. Rey Mysterio, Hayabusa, Dean Malenko, les Babyface, tu vois, qui volent, qui virevoltent, etc. Contre le Lightning Kid, donc X-Pac, Steve Corino et Chavo Guerrero Jr. Ça me fait 70. J'ai même demandé à ce que l'ambiance ça soit un petit peu à la détente, hein, que ça soit au calme. Hayabusa a débuté d'ailleurs sa gimmick de mystérieuse, parce qu'Hayabusa fait ses débuts de ce fait. Ben oui. Initial rating of average. C'est honnête. Honnête. Gimmick mystérieuse, honnête. Dean Malenko me fait un 81. Hayabusa 57. Rey Mysterio 84. Chavo 54, Steve Corino 40 et Lightning Kid 75. Bon match, bonne énergie, bonne vibes. Parfait. Chris Benoit fait sa promo d'avant-match. Il veut le titre de Kurt Hennig, c'est sa chance aujourd'hui. Kurt Hennig ne pourra pas lui échapper. Et ça va être chouette. Et c'est une super promo qui fait un 86. T'imagines le bordel? 86 avec Bula McGee qui manage, je rappelle, Chris Benoit. Qui apparemment l'a bien aidé pendant le segment. 86 pour cette énorme promo de Chris Benoit. Et on est parti pour le combat! Chris Benoit contre Kurt Hennig qui me fait la moins bonne note du show. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les mecs, je vois, ils ont des notes de 85, 85. Dans un match en plus de ça qui est décrit comme exceptionnel. Kurt Hennig bat Chris Benoit en 14 minutes 33. Par figure for leg lock. Après l'intervention de Rick Rude. Quatrième défense du championnat. Pourquoi j'ai une note de 69 alors que les mecs ont 85-85? Le match est décrit comme exceptionnel. Bon, il y a du holding back, ok. Kurt Hennig was being perceived truth a exchange. D'accord. Segment rating pénalisé. Est-ce qu'elle manque en fait d'association avec une shot storyline? Ok. Ok, c'était peut-être trop gros pour les gens. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ça, c'est des trucs que j'ai pas souvent, donc je sais pas exactement où ils veulent en venir par rapport à ça. Le segment est pénalisé parce qu'il n'est pas associé à une storyline en cours. C'est vrai que j'aurais pu essayer de faire une intervention de Taz ou autre pour donner du sens au storytelling. Là, le match se présente un peu en tant qu'exhibition et je voulais juste que Kurt Hennig prenne du momentum et redonne du prestige à son titre. C'est un peu bâtard, je me fais un peu tacler, j'ai l'impression, pour des situation un peu étonnante. Mais bon, on va les accepter, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis déçu de ce 69, on faisait des notes parfaites, super. Jusqu'à présent, je me suis dit, on va terminer avec un bon 80 des familles, Kurt Hennig contre Chris Benoit, 1 contre 1, ça va très bien se passer. Et non, 74 finalement pour ce show télé, ce qui est très bien, hein. On augmente la popularité dans 11 régions. C'est incroyable, c'est super. Donc, je me plains, mais c'est un très bon show. Mais, je m'attendais à un vrai feu d'artifice. Dommage. Donc le catcheur qu'on recrute, c'est le Inferno Kid. C'est le Inferno Kid. Voilà, qu'on recrute. J'ai pas beaucoup d'informations sur le catcheur. J'irai m'intéresser un petit peu. Il vient tout simplement pour bosser du côté de XTV. Hein, voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Il est pas trop cher, je pense qu'il peut bosser correctement. Et je suis également en négociation avec Lady Alexandra, parce que j'avais besoin de présence féminine du côté de XTV. Donc Lady Alexandra, je sais pas exactement encore comment je vais l'associer. Elle est principalement connue dans le business pour être une babyface. Bon. Babyface Will, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a foutu, Lady Alexandra? Pareil, je vais faire point bio Lady Alexandra pour vous présenter un petit peu ces nouvelles personnes qui nous rejoignent. Voilà, et donner un aspect historique à tout ce bordel. Donc Lady Alexandra, c'est bien celle à qui je pensais, c'est bien la compagne de Damian Kane. Il faut savoir qu'elle a bossé à l'ECW, vous la voyez avec les maillots, etc. Elle a bossé à la ECW en tant que heel principalement, parce que Damian Kane, dans mon souvenir, à la ECW était un heel. On est vraiment à la période en plus 95-96, je crois, quand Damian Kane y est. Si je dis pas de conneries, je suis sur le wiki. Donc je vais aller prendre des petites informations Wikipédia-esques, voilà, que je vais récupérer ici, tranquillement. Alors, Damian Kane,
Damien Kane, oui, qui a catché donc à la ECW à la moitié des années 90. Il fait 95-96, voilà. C'était Damien Kane, et il me semble qu'il y avait voilà, une équipe avec lui, le Bad Crew. Si je dis pas de conneries, les Bad Crew c'était Bad Crew 1, Bad Crew 2. Hein. Les mecs, ils avaient pas vraiment de personnalité particulière. Bad Crew, voilà. Donc Damien Kane, je m'en fous parce que moi, il m'intéresse pas. Par contre, j'ai pris sa femme, Lady Alexandra, pour je ne sais pas encore quoi faire. Je ne sais pas encore quoi faire. Mais bon, voilà. Donc, pour Damien Kane, on s'en fout. On a pris Lady Alexandra, qui est dans la compagnie. Alors, l'Inferno Kid, particulièrement marquant. Je sais pas si on peut le voir un peu plus en action. Là, je sais pas, j'ai cru le voir là, dans les vignettes, lever les bras. J'en sais rien. Mais bon, c'est pas notable. Voilà, c'est pas un catcheur méga notable parce qu'il a fait contract negotiation avec Brian Pillman, les amis. Brian Pillman est prêt à être lâché dans la ECW. Tant que il, bien sûr. Bah attends, là on n'a pas de doute à avoir. Brian Pillman, grosse acquisition, très grosse acquisition. Et je suis en contact aussi avec Balls Mahoney pour un retour. Hein, pour avoir des catcheurs hardcore un peu frais, dispo, parce que augmentons un petit peu la qualité de ce roster. Balls Mahoney, il a fini de faire la gueule, voilà, donc je peux le reprendre. Pour de la mid-card, ça sera bien. Brian Pillman. Oh. Bien entendu, recommandé de push, ils vont me dire main eventer, bah tu m'étonnes. Brian Pillman débarque à la ECW, il va falloir que je trouve le meilleur moyen de lui faire ses débuts à ce garçon, bien sûr. Hein, ça va être quelque chose, hein. Hein, Raven, tu vas pas avoir des Moralisus pendant très longtemps, ça c'est moi qui te le dis. Ah oui, ça va être pour Raven, hein. Ça va être pour Raven, Brian Pillman pour démarrer, ça va être... je pense que là, le mix peut être vraiment très intéressant. Alors, des informations. Sexual Castle est une star in the making. Le garçon peut faire beaucoup d'argent, ça c'est l'avis de Vader, merci. J'ai fait 1.66 en TV rating, ça c'est très bien. Alsto est blessé, il faut que j'aille voir ce qu'il a eu. Barry Horowitz, ça m'intéresse pas de le prendre. Le Sandman a quitté JAPW, donc très bien. J'avais dit des grosses conneries hein, sur Jersey All Pro Wrestling, hein, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu Game Changer Wrestling. Vous m'aviez corrigé dans le dernier épisode, et je vous en remercie. Jersey All Pro n'a rien à voir avec Jersey Championship Wrestling. Voilà, rien à voir du tout. Donc j'avais dit des grosses bêtises. Et enfin, Hardcore TV Ends One, oui, ça c'est avec STV. STV c'est bon, ça a déjà été... je quitte ce deal-là justement, volontairement, pour pouvoir faire des matchs un peu plus violents pour Hardcore TV, et STV ne servira qu'à diffuser désormais l'émission XTV, voilà. C'est un peu compliqué, il y a plein de TV, il y a plein de trucs, il y a plein de machins, voilà. Mais ça va bien se passer. Avançons vers XTV justement, c'est ce soir, on va se faire le petit booking de ce show XTV. Qui a un locker room, voilà, qui est un peu moins catastrophique qu'à ses débuts, 71%. Mais il y a des incidents avec le Lightning Kid et Danny Doring. Le Lightning Kid a causé de la hit sur Danny Doring quand il a commencé à critiquer son travail. Je dois choisir comment... Danny Doring, on s'en fout, quoi, Techno Action. Voilà, Danny Doring fait la gueule, mais je m'en bats dans les couilles, c'est personne Danny Doring. Moi je suis comme ça, hein. Chris Shetty, Chris Shetty a été traduit devant la cour, le tribunal des catcheurs, donc du côté de XTV, où Dean Co est le juge, parce qu'il a oublié de serrer la main à quelqu'un. Bah voilà. Alors, dans ces conditions de coronavirus, bien entendu, le serrage de main n'est pas obligatoire hein, dans les vestiaires de catcheurs. On est d'accord, hein, voilà, vous faites un petit check comme vous voulez, un check air, de l'air check, voilà, c'est ce qui se pratique en ce moment. Paye un coup à boire pour tout le monde, par contre, Dylan Co, on sent qu'il a un peu traîné avec Terry Funk. Les bonnes habitudes sont bien entendu présentes. Juventud Guerrera démarre bientôt, faut le savoir. Je ne l'ai pas encore, mais il sera là pour XTV. XTV va avoir un beau petit roster, à mine de rien, c'est loin d'être décollant. Par contre, Juventud Guerrera à XTV, je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'il risque peut-être aussi de plomber, lui, le moral du locker room. Hein. C'est un petit peu une diva pas banale, hein, Juventud Guerrera. Il y a pas mal d'anecdotes le concernant dans le monde du catch, où il court à poil, hein, voilà, dans les hôtels, c'est pas simple, voilà. Et la police qui court derrière, c'est un peu rigolo. Enfin bon, il n'y a pas que des bonnes choses sur ce catcheur. On est parti, booking. Alors, XTV, comme d'habitude, je vais assez vite hein, sur le booking, voilà, c'est auto-booker, je corrige 2-3 petits trucs s'il y a des catcheurs qu'on n'aperçoit pas. Et on est parti. Donc, Dean Co, pas Inferno Kid. Voilà, 65, correct. Pour les débuts d'Inferno Kid, ça me va. De toute façon, ça va être sa place. Il débute sans gimmick spécial, voilà, le mec a pas de gimmick, il vient, Inferno Kid, pas de gimmick, on s'en fout. Ça fait bizarre d'ailleurs, mec, Inferno Kid, pas de gimmick,
peut-être le mettre avec son nom civil, voilà, tant qu'à faire. Bon démarrage, Malenko fait 76, 45, 65 c'est bien. Interview avec Rey Mysterio, la foule se chauffe, 76, très bien, Rey Mysterio toujours très bien au micro. David Finlay et Chavo Guerrero contre Billy Kidman et Hayabusa, dans un match qui a eu du bon catch et un petit peu de 8. Dave Finlay et Chavo Guerrero battent Billy Kidman et Hayabusa, quand Dave Finlay bat Billy Kidman. Alors Hayabusa, il va pas être là que pour gagner des matchs, hein. Pour l'instant il est là un peu pour tâter le terrain. Chavo Guerrero fait 58, Dave Finlay 47, Hayabusa fait un bon 67 et Billy Kidman un bon 59. Pas mal, Dave Finlay qui fait la moins bonne note, je suis assez surpris. Qui n'est pas la meilleure note, notre ami Dave. Le Lightning Kid présente sa nouvelle manageuse. Voilà, Lady Alexandra est assignée au rôle de manageuse pour le Lightning Kid. Voilà, le champion télé, le champion de XTV. Très bien. Sexy gimmick, above average. Ok, on verra où ça nous mènera. Voilà. Et derrière, Lightning Kid, qui avec Lady Alexandra, ils ont une super chemistry. Donc tant mieux, voilà. Ils ont un bon rapport l'un l'autre. Ils vont battre Chris Shetty, on s'en fout, 64, petit match, ok. Freestyle segment, Kid Cash va faire une promo d'avant-match, il me fait un 61. C'est l'occasion de tester Kid Cash dans un registre que je n'ai pas l'occasion d'utiliser, tu vois. Kid Cash qui est pas un mauvais catcheur en plus de ça, et qui dans le main event fait un super match contre Mysterio, qui fait un gros rating de 80, superbe match. Gros catch, descente réaction de la part du public, Rey Mysterio bat Kid Cash, dans ce match classique ECW Rules, 13 minutes 42, avec un springboard Hurricane Rana. Voilà. La gimmick de Rey Mysterio is getting stale. Je vais peut-être la tweak pour essayer de l'étendre un peu. La même chose m'est dit pour Kid Cash. Donc ça me fait quand même un bon 80. Attention quand même à ces petites recommandations. Pas de commentaires particuliers, 74. C'est parfait. C'est un excellent show. Enfin, 74 avec XTV avec des jobbers qu'en plus de ça, on me demande de faire un minimum de qualité à 12-13. Voilà, avec de l'autobooking en plus de ça, donc que demande le peuple? Oh la grosse information les amis, Kenta Kobashi rejoint New Japan Pro Wrestling. Les mecs sont inarrêtables. New Japan, ils viennent de signer peut-être une des plus grosses stars actuelles du catch japonais. Ça va faire des matchs de fifou tout ça, New Japan. Et pourtant, il me semble que... Enfin, New Japan, si, ils sont devant, hein, ils sont devant All Japan, hein, au classement. Power 500, non pas Power 500, pardon, Company Wars. Ouais, New Japan est devant. Japan, c'est même les seuls à avoir le statut international. C'est pour te dire à quel point ça cartonne, cette affaire. Kenta Kobashi qui vient ajouter son nom à plein d'autres noms. Méga chouette, quoi. Méga chouette. Hein. Cette compagnie, quoi. Ils ont chopé Atsushi Onita. Ils m'ont pris Nobuhiko Takada. Ils ont Antonio Inoki qui surveille le bousin. Il y a Rey Mysterio Jr. qui tourne là-bas en plus. Voilà, ils ont encore des mecs à moi. Ils ont un roster de malade mental. Il y a Lance Storm qui est là-bas en ce moment. Il n'est pas signé, hein, Lance Storm. Lance Storm, je commence vraiment à me poser la question. Hein. Là, commence à avoir des stats assez intéressantes. Là, les basiques psychologie, on est sur du 92-82. Contrat signé, c'est que 5300$. Pour mettre gentiment du côté de XTV, je trouve que c'est pas si mal, hein, Lance Storm. C'est pas du tout un mauvais catcheur, hein, c'est pas un mauvais choix. Qui en plus est pas décollant en termes de popularité. Hein. Il est pas décollant du tout. Enfin bref. Je verrai, Lance Storm, je sais pas si c'est une priorité ou pas. On va déjà essayer de s'équilibrer là au niveau de l'argent, surtout avec l'arrivée là de Brian Pillman. Va falloir s'équilibrer, va falloir rester calme. Alors là, ça c'est une nouvelle que j'ai trouvée admirable, fantastique. Balls Mahoney a signé, hein, et tout de suite Major Issues. Voilà, il est pas bien. Direct, il me dit ah ouais mais j'ai re-signé dans la compagnie, mais je me rappelle de pourquoi je suis parti, parce que vous m'avez maltraité, monsieur Heyman et monsieur Sturi. Et là, il vient de m'envoyer une notice en me disant je suis pas content à la ECW, il a encore rien fait le mec, hein, il est là depuis 3 jours. Et il me dit je pars dans 7 jours de la compagnie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, voilà, on va le laisser partir, hein, Balls Mahoney. On a essayé, hein, voilà, ça s'est pas bien passé. Juventud Guerrera nous rejoint, enfin, il a quitté la AAA. Alors bizarrement, lui, j'ai réussi à le choper à la AAA, sans que ça pose quelconque problème par rapport au partenariat. Par contre, je peux toujours pas signer Rey Mysterio. Rey Mysterio, je peux pas lui proposer un contrat signé. Pourtant, là, moi, 6200$ pour Rey Mysterio, ça m'intéresse, quoi. Je peux même faire comme ça, là, voilà. Je peux même lui donner, allez, je m'en fous, 5500 balles de prime, on s'en fout, mec, il va me dire non. Parce que, working agreement avec AAA, on peut pas offrir
un deal exclusif avec un catcheur qu'on partage. Ce qu'il faudrait, c'est que je libère Rey Mysterio pour ensuite le signer. De AAA. Tu vois, c'est totalement con. Parce que je suis sûr, si je le fais, ça va marcher. Je vais relâcher Rey Mysterio, je vais le prendre et ils vont me faire « Ah, ça marche !» C'est débile. Je sais pas si je dois le faire, hein, vous me le direz dans les commentaires, là je m'apprête pas à le faire. C'est con si je le fais pas, mais je trouve que c'est très bizarre, à moins que ça me dise non. Mais je vois pas pourquoi, enfin bref. Donc très bien, avançons, Balls Mahoney s'en va. Bon, il s'en va, voilà. On est parti. Booker ce Hardcore TV, Locker Room incident avec John Zandig et Raven, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien, ça va bien, ils sont bien copains. Tout va bien, voilà, backstage rating 90, on est pas mal. Est-ce qu'on a une influence négative dans ce locker room avec, oui, Balls Mahoney. Voilà, Shenems c'est devenu une influence négative désormais. Ah, le petit Shenems là, on va l'attraper, hein, on va lui dire qu'est-ce que tu fais, frère. Faut arrêter. Pas bien de faire ça, pas bien d'avoir une influence négative. On est parti, booking du show. Un très gros Hardcore TV qui arrive et qu'on va se faire là maintenant tout de suite. On va reprendre les storylines, parce que c'était la grosse erreur du dernier épisode, c'est qu'on n'a pas fait avancer suffisamment les storylines, notamment pour l'angle de fin. C'est vrai que j'ai mis Taz de côté. Il aurait pu être là, donc bon, on va peut-être justifier, je sais pas, que là ce soir il va faire un retour, vous allez voir. On va essayer de faire avancer un petit peu plus les storylines dans le but de construire vraiment ce gros pay-per-view. On est devant 3467 personnes au FL Alico Arena, je sais pas exactement où on est, mais petite foule, mais peut-être dans un endroit où on est un peu moins populaire, ce qui est pas trop grave, parce qu'on va comme ça travailler la popularité de l'endroit où nous sommes diffusés. Et ça commence d'ailleurs super bien, parce que le Sandman affronte Hayabusa dans un combat qui va pas avoir beaucoup de hits, apparemment, mais du très bon catch. Le Sandman bat Hayabusa dans ce classique CW Rules match en 8 minutes 44, avec un White Russian Leg Sweep, qui donne l'avantage de ce fait au Sandman, qui va lui redonner un peu de momentum. Hayabusa, comme ça, moi je le teste. Il n'a pas encore été une star, Hayabusa, mais c'est une star vraiment en devenir. Hein. La ECW, je pense qu'il y a un projet qui peut se faire derrière ce garçon, vraiment très bien. Et là, je suis très convaincu de démarrer un show avec un 79, avec le Sandman. C'est super, voilà, c'est très très bien. Et dans la foulée, il va y avoir un angle très important. Un angle qui va un petit peu bouleverser la storyline en cours, je le rappelle, entre le Sandman et Tommy Dreamer, à base de trahison, etc. Le Sandman va faire une promo pour, en compagnie de Kim Anthony, hein, sa manager, qui a trahi, elle aussi, Tommy Dreamer, pour se moquer de Dreamer, et Dreamer va se pointer. Et en plus de ça, il a un gros backup avec lui, puisque Francine sera désormais la manageuse de Tommy Dreamer. Voilà, Francine, de Queen of Extreme, reprend une place importante parce que pour l'instant elle manage Gary Wolf et je ne fais rien avec mes Pitbulls pour l'instant, mes Pitbulls qui se sont séparés, Mad Bull Buster, Gary Wolf, ça ne mène nulle part, donc Francine est sous-utilisée à mon sens parce qu'elle peut apporter beaucoup plus. Donc la storyline se poursuit, elle perd de la hit malgré tout. Je pensais que ça allait donner un gros coup de boost, surtout d'avoir des filles qui se battent et qui font du catfight, etc. Bon, finalement 69, perd un peu de hit, mais ça va reprendre, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. On travaillera ça. On a encore une semaine avant le gros événement, avant Holiday in Hell, donc ça ira. 70 pour les Suicide Blondes qui défendent à nouveau les titres, hein, contre Doug Gilbert, qui se trouve un nouveau partenaire, à savoir l'Inferno Kid, voilà, qui traînait par là, et t'es bon, tu catch toi, viens faire le catch avec moi. Mais ça marche pas bien, voilà, donc ils ont perdu une fois de plus, hein, 70 la note. Section Castle qui a encore fait le meilleur des tafs, l'Inferno Kid est un peu en dessous de tout le monde, bien entendu. Nouvelle victoire, Doug Gilbert qui a plein de chance au championnat par équipe avec des partenaires différents, mais ça va pas. En même temps, voilà, il y a Jay Jameson qui avance, hein, qui, je le rappelle, a le lead du backstage pour déterminer qui peut avoir des championnats par équipe, qui peut avoir des championnats ou quoi. Donc Jay Jameson, elle couvre, Doug Gilbert trouve pas les bons partenaires, et c'est ce qui va énerver énormément Bubba Ray Dudley et Devon. Eh oui, ils sont pas contents, Bubba Ray Dudley et Devon, ils vont dire « Ouais, mais tu te rends compte toi, t'as plein de chances au titre et nous, on en a aucune alors qu'on veut notre rematch. » Et ils vont attaquer Doug Gilbert dans le ring. Voilà. Ils en ont rien à foutre. Et ça fait 68. Et la storyline continue à distance avec Sexter Castle et Christian Cage, mais perd un peu de hit. Bon, ça reviendra. On est peut-être pas au bon endroit. Je sais pas exactement où on est, mais on doit pas être super populaire à l'endroit où nous sommes diffusés actuellement. Chris Benoit et Dean Malenko se mettent d'accord pour former l'équipe ce soir pour affronter Kurt Hennig et Rocky Maivia et avoir un petit peu de revanche, de vengeance par rapport à ce qui s'est passé les dernières semaines, notamment la dernière fois.
Vader va squasher Stevie Richards. Voilà, il y a un bon gros squash des familles. Vader qui continue de prendre du momentum, qui me fait une note de 90, Stevie Richards 61. Ça marchait mieux avec Al Snow, mais c'est bien. Et victoire par soumission, encore une fois. 72 de rating pour ça. Et derrière, grosse promo, encore une fois, de Vader qui dit « Terry Funk, je sais où tu te caches. Hein, voilà, j'espère que tu regardes bien, mais réveille-toi. Hein, voilà ce qui va t'arriver à Holiday in Hell quand je vais t'aplatir et t'agrabouiller. C'est Vader time, c'est tout ce qui va bien. Voilà, Vader est en marche. 3 contre 3, comme la dernière fois. C'est devenu un petit peu mon hotspot, mon petit moment cruiserweight. Comme à la WCW à l'époque. Il y a un petit 3 contre 3 des familles avec des mecs qui font des spots dans tous les sens, voilà. Match qui a eu du bon catch, pas beaucoup de hits, forcément. Rey Mysterio, Moore et Helms vont battre le Late Kid Cash et Chavo Guerrero en 11 minutes 41, quand Rey Mysterio Jr. va battre Kid Cash par pinfall après un springboard Hurricane Rana. Super chemistry entre le Late Kid et Lady Alexandra. Chavo Guerrero 65, Kid Cash 61. Des notes correctes. Shenems et Shannon Moore sont en dessous. Ils sont en dessous. Là, ils font 45 et 46, c'est pas top. C'est pas terrible. Shenems et Shannon Moore, je pense que là, il va y avoir un petit décalage du côté de XTV. Hein. Voilà, un petit peu en sanction, les mecs. Désolé. Chris Benoit, Malenko contre Rocky Maivia et Kurt Hennig, ça me fait un excellent 78. Très très bon 78 dans un match qui a eu du très bon catch, de la bonne hit. Chris Benoit et Eddie Malenko vont battre Kurt Hennig et Rocky Maivia en 15 minutes 43. Quand Chris Benoit va battre Rocky Maivia par soumission après une intervention de Bula McGillicuddy. Il faut savoir une chose pendant ce match. Taz normalement et voilà, c'est pour ça en plus la storyline avance. Taz est intervenu aussi. Ils ne l'ont pas rapporté, mais Taz est intervenu aussi dans le match pour distraire Kurt Hennig. Ça n'a pas été rapporté. Mais il est intervenu pour distraire Kurt Hennig. C'était mes conseils de booking. Grenade John Knott. Voilà, Kurt Hennig est distrait par Taz pour le finish. Là, ils m'ont rapporté que par soumission après l'intervention de Bula McGillicuddy. Bon bref. Bula McGillicuddy qui est babyface, hein, qui est manager de Chris Benoit. Sur ce, on a un super segment, tout le monde fait des bonnes notes, hein, c'est Dean Malenko qui fait la moins bonne, non, il y a 65 de Rocky, mais 75, ok. 82 et 82 pour Benoît et Kurt Hennig, ok. Dans la foulée, gros segment, énorme segment. Là les mecs, posez-vous, parce que on va résoudre tous les conflits. Paul Heyman fait son retour. Paul Heyman qu'on n'a pas vu, qu'on n'avait plus vu à Hardcore TV depuis quelques temps, il va commenter XTV gentiment. Apparemment, il y avait des accords avec Jenna Jameson. Paul Heyman, à un moment, il a dit stop, je sors de mon silence, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. De Kurt Hennig et de la manière dont les choses se passent. Paul Heyman arrive et indique, ça lui fait pas particulièrement plaisir, hein, mais il donne le feu vert pour un Fatal 4-Way à Holiday in Hell. Voilà, il impose que Kurt Hennig défendra son titre contre Taz, Raven et Chris Benoit. 91. Gros segment, grosse annonce pour terminer ce show. Fatal 4-Way pour le titre avec les 4 hommes au sommet pour l'instant de la ECW. Fin du show. 80, popularité qui gagne dans 11 régions. Parce que voilà, on termine avec un segment très très fort. Et Paul Heyman est revenu pour... Ça va plus, mec. Là, ça va pas. Fatal 4-Way, Holiday in Hell. Voilà. Et on boucle des programmes. Et c'est là où il va falloir glisser du Brian Pillman intelligemment. Très intelligemment. Vous vous en doutez, hein. Bon. Unread emails, rating, job to your office. Ok. Toujours des mineurs moral issues pour notre bon ami Raven. Hardcore TV rating, on fait un 1.64. Les ratings qui baissent un petit peu. Petite baisse, rien de bien grave. On se retrouve très rapidement pour le booking d'XTV si j'ai pas d'informations capitales entre temps. Juste avant ce booking de XTV, incident qui concerne le Lightning Kid, voilà, qui ne s'est pas pointé à un meeting prévu avec un Road Agent. Petite baffe sur la voilà, un petit taquet là comme ça sur le poignet. Stern warning, c'est quand même un peu... Je vais faire ça. Slap on the wrist. Ah, sa personnalité s'est pas améliorée après cet incident. Et c'est tout. Chris Justice, je pense qu'il va devant la cour, voilà, parce qu'il a oublié de serrer la main de quelqu'un. Bon, bah voilà, il se dit, oui, mais j'entends qu'il faut plus serrer les mains des gens, donc voilà. Achète à voir pour tout le monde. Voilà. Dean Malenko, c'est le nouveau Terry Funk, hein. Lui, paye un coup à boire, ça ira mieux. Voilà, booking de ce show qu'on va aller faire dans la Tri-State, d'ailleurs, tiens. Big Best Venue, alors on va peut-être pas aller dans la Tri-State, on va aller dans New England, où on est assez populaire aussi, voilà. Big Best Venue,
allons dans le New England et ça se passera bien. Bridgeport City Central High School. C'est ça où on va? C'est là? Attends, Big Pace Venue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? Jude? Ah, d'accord. On a une venue générique. Il n'y a que 811 fans qui sont attendus pour XTV. Ah ouais. C'est bizarre, ça. Quand on va dans la Twist-State. Ouais, on fait pas des grosses foules, hein. On fait pas des grosses foules. On sent que c'est quand même le show secondaire, mais il se passe quand même des trucs bien, hein, dans ce show secondaire. Enfin bref, c'est vrai que ça deal quand même beaucoup moins de monde. Mais bon, bref, ça donne de l'XP à plein de catcheurs et c'est assez intéressant en ce sens, vraiment. Donc c'est parti, un grand coup d'auto-booking pour tout ce bordel. Un Rey Mysterio qui va ouvrir le show et battre l'Inferno Kid. 74, voilà, j'ai pas grand chose à redire, c'est bien, Rey Mysterio qui fait une performance de 83, il me fait des notes super, voilà. Là je regarde les Road Agent Notes en même temps, comme ça je vois comment le match a été proposé en termes de booking. Régular, voilà, tu vois, il y a rien, il y a même pas Work the Crowd, bien du tout, c'est 74, c'est bien, Rey Mysterio fait le taf. Derrière, ouf, la grosse purge, une belle grosse purge, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Triple Sweat Match, Shane Helms contre Danny Doring contre Chris Shetty, bah comme ça voilà, ça embarrasse un petit peu Shane Helms, qui va perdre en plus contre Chris Shetty, ça lui apprendra à dire des grosses conneries. Voilà, ils ont pas aimé les gens à voir un match entre les gros jobbers, Danny Doring ça leur a pas plu, le match a duré 5 minutes 19, hein, ça a pas duré longtemps. C'était pas plaisant, voilà, c'était plaisant pour personne. Donc ce match, qui avait en Road John Note juste régular, il n'y a rien du tout. Juventud Guerrera va faire ses débuts, il va avoir une première interview qui va me faire un 48, donc il n'est pas balèze en interview particulièrement. Gimmick de Rudo, hein, Rudo gimmick, donc un luchador heel, tout simplement. Juventud Guerrera, il faut le savoir, hein, c'était vraiment peut-être, allez, un des premiers Nemesis de Rey Mysterio. Entre lui et Psychosis, voilà, et plus tard après avec la WCW, il y a Eddie Guerrero, mais Juventud Guerrera, c'est dans l'histoire, c'est costaud, hein, la relation qu'il a avec Rey Mysterio. Et un excellent luchador. Il y a des matchs super de lui que je vous recommande de Juventud Guerrera, si vous avez l'occasion de vous intéresser à ce catcheur, notamment dans les années 90, parce qu'à partir des années 2000, bon, on a ralenti un petit peu. Hein, voilà. Et il y a beaucoup de problèmes avec la drogue et tout ce qui va avec, pas les meilleurs des comportements. Rudo Gimmick, above 48, on s'en fout. Derrière, il a son premier match, il affronte Spike Dudley. Dans un match décent, Juventud Guerrera bat Spike Dudley dans un classique ECW Rules match, après un Jovi Driver. Ok, il me fait une note de 70, Spike Dudley me fait un 49. Spike Dudley d'ailleurs a fait ses débuts aussi avec sa gimmick d'Underdog, qui a été jugé very good. Crowd buzzing, il faut savoir, Ron John Note, j'ai regardé ça, pardon, le match est en car crash. J'aurais jamais eu l'idée de mettre ce genre de stipulation pour un tel match, mais car crash, ok. 66, c'est plus qu'honnête, au vu des talents. Et enfin, le main event, Lightning Kid bat Shannon Moore pour une défense du championnat SCW World Television. Deuxième défense de titre d'ailleurs. Victoire, voilà, 14 minutes 33. Match classique, tu vois, de main event. Shannon Moore fait un taf correct. 63, voilà, RAS, 62. Pas de commentaires spécifiques sur ce show, XTV. Continue son petit bonhomme de chemin. Alors, je vais peut-être pas vous questionner par rapport à Rey Mysterio. Hein, j'en avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Rey Mysterio, est-ce qu'il serait utile de lui proposer un deal signé dans la compagnie, sauf qu'on peut pas tant qu'il bosse pour nous. Sauf que, si je relâche Rey Mysterio, et que je le resigne, derrière, je peux peut-être lui proposer un deal exclusif. Parce que ce deal sera pas contenu dans un accord d'un partenariat avec AAA. Je le relâche et je lui propose un truc. Est-ce que la logique sera respectée? Pourquoi je dis ça? Parce que AAA vient de lui faire une extension de contrat. Et s'il lui faut une extension de contrat, AAA, au vu du statut de AAA, là on n'a pas d'informations, mais elle est peut-être, je dis bien peut-être, exclusive. Et il y a aussi cette tournée avec New Japan, hein, qui est peut-être problématique dans tout ça. Donc, je vais faire l'expérience, délicate, certes, de relâcher Rey Mysterio. Je le relâche. Ah, mais pleure pas, Rocky, il y a des gens qui pleurent. T'inquiète pas, Rocky, t'inquiète pas, on va revenir. Ça va aller, je donnerai un peu de sous à Rey Mysterio. Ça ne me coûte rien de relâcher Rey Mysterio, donc voilà, Rey Mysterio a quitté la ECW, et derrière, Rey Mysterio Jr., négocié,
Et pourquoi je réfléchis pas à ce genre de choses? Pourquoi le monde est si cruel avec moi? Pourquoi j'oublie de réfléchir? Pourquoi je vous ai pas attendu? Pourquoi je vous ai pas consulté? Bah oui, je viens de relâcher Rey Mysterio, donc il se dit, bah oui, m'ont relâché... Il m'a pas fait confiance, il m'a pas entendu, il a pas compris le plan que je lui ai proposé, donc il y a bien une logique dans le jeu. Je viens de faire une incroyable connerie. Rey Mysterio. On a perdu Rey Mysterio. Je fais de ces connes... Non mais franchement, c'est une aberration ce que je viens de faire. C'est une catastrophe. Quel trou du cul, tu ris, et je peux pas... Je vais pas même pas pouvoir faire machine arrière. Je viens de laisser Rey Mysterio partir, en fait. Voilà. Tu relâches un catcheur, c'est vrai qu'après, bah, pendant 6 mois, à peu près, il va dire... je reviens pas, ça m'intéresse pas. Quelle énorme connerie. Et voilà, et là, les gens, des pouces rouges. Voilà, mais non, restez. On va savoir survivre sans Rey Mysterio. Mais quel con, Sturi, quel con. Oh. Pas revenir en arrière, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Franchement, je peux rien faire. Je peux même pas essayer d'aller truquer le jeu, d'aller dire ouais, Rey Mysterio, ramène-le. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. Je peux rien faire. J'ai fait une grosse connerie. Et peut-être que vous-même, vous étiez là en disant, mais Sturi, réfléchis à un truc, mais fais-le pas. Ne le fais pas. Il le fait quand même. Cette incroyable fail. Hein, voilà, dans une période délicate pour tout le monde. Restez fort. Hein, voilà. Ne faites pas comme moi, ne faites pas les mêmes conneries que moi. On vient de perdre Rey Mysterio Junior parce que j'ai pas réfléchi. Voilà, et puis je continue comme ça. C'est pour ça, peut-être, quand tu fais les choses en live, les gens, ils font « Ouais, non, ne le fais pas, réfléchis !» Hein? Voilà. Mais si vous êtes là en live et que je fais pas les bêtises, bah, il n'y a pas les bêtises. Et donc voilà. Quelle incroyable connerie, quoi. Et Rocky Maivia des Moradissus de ce fait, j'arrive à énerver mon propre roster. Quelle incroyable connerie. Quelle incroyable connerie. Mais une énorme. Hein. C'est la plus grosse connerie que j'ai fait de ma life. Et je shortlist Rey Mysterio derrière. Enfin, de ma vie, en tout cas, en tant que booker de la ECW. On vient de perdre quand même le mec, la star, quoi, l'icône Rey Mysterio. On vient de le perdre comme ça parce que j'ai dit, ouais, c'est peut-être mieux de le relâcher pour le re-signer. On va pas rester 10 ans là-dessus, mais quand même. Inferno Kid n'est pas content de son push. Je sais pas, il est push quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui, Inferno Kid? C'est qui, ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Il est à peine arrivé, il a bossé, hein. Par contre, on lui a donné du boulot, hein. Ça, c'est évident. Et il se veut mid-carder. Le mec se veut mid-carder direct. Ah ouais. Mid-carder, quoi. Mid-carder. Ok. Mid-carder, moi je veux bien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui... Popularité, 44 dans la True State, mid-carder. Peut-être, pourquoi pas. Bon, écoute, s'il veut être mid-carder, on verra bien. On verra bien. J'ai changé la gimmick d'Inferno Kid, c'est désormais un clubber. Il fallait lui mettre une gimmick parce que sinon ça va râler. C'est un clubber, il va rentrer avec de la musique techno. D'ailleurs, on va plus l'appeler le Inferno Kid. Danny Guimondo va changer sa gimmick. On va l'appeler le Techno Kid. J'en ai plus rien à foutre. Désormais, toi, t'es le Techno Kid. Voilà. Je sais ce que vous allez vous dire. Hein. Sturi, là, t'es en train de partir en mode... t'as fait une connerie, donc t'es en train de te venger sur quelqu'un. Eh ben oui, je crée le Techno Kid. Dès à présent, le Techno Kid mid-carder avec Stevie. Et ça va bien se passer. Voilà. On va laisser les choses se faire. J'ai perdu Rey Mysterio. Oh, tiens, le Sandman a divorcé de Laurie Fullington. Ok. Bugs Bunny a quitté la compagnie, bien sûr. Et Atsushi Onita est désormais Flabby. Voilà, il a... Oula. Pas en bonne forme, Atsushi Onita. On a bien fait de pas le signer. Il peut rester du côté de New Japan, de ce fait. Locker Room, incident avant ce Hardcore TV, le dernier avant Holiday in Hell, Bubba Dudley et John Zanding. Ça se passe bien, backstage, ils font des blagues. John Zanding est une bonne influence, hein, backstage, sans déconner, hein, la ECW. Avec John Zanding, c'est pas mal. Kurt Hennig et le Sandman, altercation. Altercation, non, en fait, tout va bien. Même Kurt Hennig et le Sandman sont potes, voilà, tout se passe bien. Ils sont potes à tel point que je vais même faire un medal entre eux, tant qu'à faire. Kurt Hennig, voilà, et le Sandman, et je suis sûr que ça va bien se passer, ça va mettre de la bonne vibe, de la bonne énergie, voilà. Positif medal, ça n'a aucun effet. Pourtant, hein, voilà.
Ça avait l'air de bien se passer. Allons faire ça dans la Tri-State, ou allons plutôt ailleurs, tiens, allons en Nouvelle-Angleterre. New England, Big Bass Venue, voilà, on est au NH Kennedy Memorial Coliseum, et ça devrait bien se passer, là aussi. Allez, booking et dernier show, Go Home Show avant Holiday in Hell. Le show débute avec déjà une énorme promo. Un très très gros segment avec Paul Heyman. C'est l'impression que dès que Paul Heyman est dans les parages, ça fait 90 là. Paul Heyman est revu 2 semaines là pour se repositionner. Et ça marche, hein, c'est efficace. Paul Heyman confronte Jenna Jameson et Kurt Hennig, qui l'ont convoqué en fait, hein, tu vois, dans le ring pour un meeting, pour lui dire écoute, t'arrives comme ça, etc., tu nous laisses faire. Jenna Jameson, Kurt Hennig, ils se vantent auprès de Paul Heyman d'être ceux qui ont amené la compagnie à un autre niveau. Et c'est vrai que le passage au niveau culte, l'explosion au niveau des ratings, les deals financiers, ce genre de choses-là, arrive quand Jenna Jameson et Kurt Hennig sont au pouvoir de la compagnie. Et Paul Heyman a été mis sur le côté. Paul Heyman, ils lui disent, tu vas remettre la compagnie où elle était, à savoir un truc regardé juste par des crétins qui boivent de la bière dans le public, etc. Promo très forte, pleine de sens, etc. Et Paul Heyman maintient son Fatal 4-Way. Parce que ces gens-là qui vous regardent, etc., réclament justice et se rendent compte des abus de pouvoir à répétition de Kurt Hennig et de sa bande, de cette Dangerous Alliance que lui a créé et qu'on lui a volé. Tu vois. Donc c'est son moment, sa vengeance. Et ce Fatal 4-Way, il est là pour répondre à tout ça. Hennig et Jenna Jameson disent ok pour ton 4-Way, mais à une condition. Tous les adversaires de Hennig, savoir Raven, Chris Benoit et Taz, vont devoir passer des tests ce soir. Taz aura un match handicap, un petit peu plus tard dans la soirée, même juste après, voilà. Et Benoit et Raven devront faire équipe pour affronter Hennig et Rocky. Voilà. S'ils gagnent leur match, ils sont tous dans le Fatal 4-Way. Taz arrive, parce que son match est juste après. Taz arrive, croise Hennig, Taz bichonne. Voilà, il le démolit. Il le chope, il le démolit, etc. Passe un gros message, grosse réponse pour Taz. Et puis là, on fait travailler les storylines. Tout le monde est sans script. Et apparemment, tout le monde fait un super... Même Jenna Jameson, hein, sans script, elle déchire. Kurt Hennig, pas super à l'aise à travailler sans script. Mais bon, on fait 90, donc je vais pas lui en tenir compte. C'est bien. Taz derrière affronte Doug Gilbert, qui doit se trouver un partenaire comme d'habitude. Hein, il fait le tour. Et là, c'est Chris Justice qui est là. Ben, Taz va gagner, bien sûr, dans ce match handicap. Pour se qualifier, bien entendu, à Fatal 4-Way. Chris Justice et le Weak Link, mais bon, peu importe. Taz fait une grosse note de 84. Il est super over. Doug Gilbert et Chris Justice, d'ailleurs, en équipe, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça don't work well as a team, c'est que ça va pas. Et la gimmick de Chris Justice stale un peu. Donc il va falloir que je retravaille cette gimmick. Gimmick de notre bon vieux Abyss. Ok. Chris Benoit et Rocky Maivia, de ce fait, vu qu'il va y avoir bagarre un petit peu plus tard, sont déjà en train de se battre backstage. Il y a déjà une confrontation entre les deux. Bagarre, plan de caméra, on arrive, ils sont en train de se battre, 59. C'est un tout petit ratings d'ailleurs, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Spike Dudley. Ah bon. Il se balade là du côté, mais s'il est en développement à XTV là depuis peu. Et il se balade là dans les backstage de Hardcore TV. Il tombe sur qui? Il tombe sur Bubbe et Devon. Ses plus vieux frères. Ah. Alors, Spikey, qu'est-ce que tu fous là? Ah, on est les Dudley Boys. On a une bonne image, hein, plusieurs fois champion par équipe de la SEW. Et toi, tu viens, tu débarques là, sans dégaine, sans rien quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Donc ils se foutent de sa gueule et tout, et Spike Dudley dit je vais trouver un partenaire, on vous affronte après. Et Devon Dudley et Bubba Dudley, ils sont royal quoi, carrément. Et donc voilà, par contre Spike Dudley avait l'air perdu, là-dedans. Il est pas super à l'aise dans ce genre de promo où les Dudley Boys par contre sont hyper à l'aise. Derrière, il va trouver un partenaire, il va faire équipe avec John Zanding, Jesus, pour faire équipe, voilà, John Zanding, Spike Dudley. Vont affronter les Dudley Boys. Et dans un match hardcore en plus. Parce que je peux faire des matchs hardcore. Ça y est, maintenant qu'on n'est plus emmerdé par STV, je peux faire des matchs hardcore. Dans un match qui a eu du bon catch. Pas tant que ça de hit, parce que les gens connaissent pas encore vraiment Spike Dudley. John Zanding et Spike Dudley vont battre les Dudley Boys. Dans ce match hardcore en 9 minutes 32, quand John Zanding va battre Devon Dudley par pinfall. Après avoir utilisé un objet contendant, bien entendu. Hein, une batte de baseball avec du barbelé, probablement.
Pendant le match, on a vu Sexton Hardcastle également venir attaquer Bubba Ray Dudley. Bah oui, forcément, une petite intervention de Christian Edge qui se sont un peu vengés. Voilà, de tout ce qui s'est passé récemment. Bon, et puis ça leur fera les pieds, les Dudley Boys qui ont perdu un match crucial juste avant Holiday in Hell. Quelle sera la décision de la part de la Stephanie McMahon de la ECW, à savoir Jenna Jameson, hein, c'est bizarre quand on dit ça, mais bon. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le découvrirez à Holiday in Hell, parce que le climat par équipe est un vaste chantier. Sinon, les notes du match. Spike Dudley fait un 40, John Zandig fait 38, ce qui est pas terrible. Par contre, tout repose sur les Dudley Boys. Ils font 85 et 82. Des notes fantastiques. Et on avance sur ce segment qui gagne, bien entendu, de la hit. Avançons. Il fait gagner de la hit à la feud. Dean Malenko contre Juventud Guerrera. Juventud Guerrera, apparemment, s'est blessé. Très bien. Ils pourront faire un match décent, 72, pour passer le temps. Tommy Dreamer contre le Lightning Kid. Le titre ECW TV n'est pas en jeu, bien entendu, puisqu'il n'est défendu qu'à XTV. Et on n'est pas du tout dans un cadre d'avoir ce genre de programme. Je voulais un bon adversaire pour Tommy Dreamer, pour lui donner une grosse victoire avant son combat contre le Sandman. Le Sandman d'ailleurs qui est à la table des commentateurs, à ce moment précis. Voilà, je ne sais pas si c'est précisé, si on a une note. Je ne sais pas si c'est dans mes Ronald John notes, dans mes booking détails, mais si, annonceur, le Sandman. Le Sandman est à la table des commentateurs pour observer tout ça. C'est pour ça que la storyline avance et gagne de la hit d'ailleurs, après un excellent combat que va remporter Tommy Dreamer en 14 minutes 16. Voilà, Tommy Dreamer by Light King, classique ECW Rules match. Juste, ça travaille bien. Voilà. Lady Alexandra a fait du bon travail ringside. On parle pas du tout de Francine là-dedans, mais 81, c'est une excellente note. Très bon match. Il faudra peut-être essayer de reproduire ce genre d'expérience entre Tommy Dreamer et Lightning Kid parce que je suis agréablement très surpris. Derrière, gros angle, la signature de contrat entre Terry Funk et Raven. Terry Funk est revenu. Terry Funk est revenu à la compagnie. Il est capable de regarder Vader dans les yeux et venir vers lui pour l'affronter. Vous doutez bien, il va y avoir des noms d'oiseaux entre les deux catcheurs qui vont voler de ci de là. Vader est très impressionnant physiquement, c'est un monstre, il transpire, ça dégouline, t'as pas envie du tout de te frotter à un mec pareil. Et Terry Funk, il le sait, hein, sur le déclin, il est pas meilleur de ses états, mais il veut protéger, tu vois, la ECW. Il est comme ça, voilà. Il sait que Vader est une force destructrice qui va s'emparer de tout si personne n'intervient. Et Terry Funk arrive en rempart. Et dans ce segment, au moment où les contrats sont signés, où Terry Funk accepte d'aller affronter Vader, ils vont juste avoir une petite confrontation face à face. Et Terry Funk, alors que Vader vient de, je sais pas, lui souffler au visage, un truc, j'en sais rien. Petite fourchette dans les yeux, et on retourne la table, on prend une chaise, et un coup de chaise, tu vois, dans le dos de Vader. Terry Funk ressort avec du momentum. Vader s'écroule pas. Terry Funk a juste besoin de sortir, de descendre. Mais il y a une physicalité qui tourne à l'avantage de Terry Funk. C'est tout ce qu'il faut retenir. 86. Gros segment. Le main event. Chris Benoit et Raven contre Kurt Hennig et Rocky Maivia dans un match qui a eu du très bon catch, une très bonne hit. Chris Benoit et Raven vont battre Kurt Hennig et Rocky Maivia en 19 minutes 26. Raven va battre Rocky Maivia par pinfall après un event flow DDT. Rocky Maivia était le weak link. Rocky Maivia, qui c'est vrai qu'il est mis bien plus en retrait maintenant qu'il y a beaucoup de grosses stars. Là, on reprend une place un peu mid-card hein, pour notre ami Rocky. Ça reste néanmoins un très bon match. Rocky Maivia et Janet Jameson, bonne chemistry ensemble. Raven 67, petite note pour Raven. Hein. Chris Benoit 79, un très petit 53 en effet pour Rocky. Kurt Hennig fait un excellent 85 et c'est ainsi que se termine notre dernier show, notre Go Home Show, pour un très bon 79. Hein, voilà, y a rien de déconnant. 79 et on est parti vers Holiday in Hell. Juste un petit passage à la caisse pour XTV et on sera bon. Des informations bien entendu, on a des mails, notamment les ratings pour ce Hardcore TV qui font un 1.67. Le dernier ratings en date c'était 1.64, donc on est quand même largement meilleur. Juventud Guerrera est blessé, Rey Mysterio étend son deal avec Triple H dans un deal qui n'est pas exclusif. J'ai toutes les bonnes raisons de m'en vouloir à fond la caisse. Parce que le deal finalement avec Triple H n'était pas exclusif. J'ai fait tout ça pour rien. Mysterio, on l'a perdu pour la pire des conneries qui soit. Voilà. Vous pouvez me haïr pour ça. Et je me hais moi-même, je sais pas comment je vais faire pour me regarder dans une glace, mais je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment désolé. On a plus Rey Mysterio. Hayabusa va peut-être faire notre nouveau Rey Mysterio, j'en sais rien. C'est la merde. C'est vraiment une grosse connerie de ma part. Énorme connerie. Énorme désillusion. En espérant qu'il soit disponible dans les 6 prochains mois. Donc on a au moins 6 épisodes à attendre ensemble pour récupérer Rey Mysterio. Catastrophe sans précédent. Avançons.
Donc je fais un point hôpital médicaux avec quand même des informations pas vraiment bien simples, puisque Juventud Guerrera est blessé et pas du tout disponible pour catcher pendant les 26 prochains jours. Al Snow, il en a pour 47 jours, mais c'est une douleur chronique au niveau du genou. Et Vader, il a la même chose, et lui, c'est 2 mois et 3 semaines. Hein. Pendant 2 mois et 3 semaines, je vais avoir un Vader que je vais devoir utiliser blessé. Alors pour l'instant, je l'ai utilisé, comment dire, dans un contexte de faire des squash. Mais malgré tout, on a quand même des douleurs apparemment au genou là, qui se sont développées ce mois-ci. J'ai pas eu d'informations particulières, mais va falloir être quand même un peu méfiant. Un Vader qui a 40 ans, bien entendu, hein, mais qui est dans la compagnie. Pour des... Voilà, il n'est pas en exclusivité. Hein, chez nous, Vader, loin de là, il est juste là pour interagir de temps à autre, et notamment là dans ce cadre de ce programme avec Terry Funk. Et il y a bien entendu un match à l'avenir avec Terry Funk, espérant qu'il n'y ait pas de blessure grave au genou qui découle de tout ça. Ce serait quand même bien triste. Au niveau de la size, je vais refaire un petit point size avec vous, voilà, pour que vous ayez une petite image imprimée de où on en est au niveau de l'importance, au niveau des popularités. True State 67, donc c'est bien, hein, ça se maintient très haut et tant mieux. L'objectif est atteint, il faut que j'ai au moins 65 dans 8 états, donc on en a au moins 1 sur 8, déjà c'est la True State. Mid-Atlantique, ça continue de monter, New England, South East, ça monte, hein, on va 49-43, c'est pas mal. Les Grands Lacs suivent un petit peu, donc oui, les efforts sont peut-être à donner dans un premier temps aux Grands Lacs, à la Mid-South, en espérant que le pay-per-view fasse un petit peu décoller ses notes. Les 8 régions, tu vois, aller chercher, elles vont se trouver parmi celles-ci, hein. C'est où ça va être le plus délicat, c'est entre le nord-ouest et le south-ouest. Le nord-ouest, je crois que c'est un petit peu la région qu'on va mettre à l'abandon. L'Écosse continue bien, 25, hein, mais bon, ça me sert strictement à rien pour le moment. Le petit show XTV pour rigoler, qui va commencer avec une petite confrontation entre Shannon Moore et Chavo Guerrero, rien de bien méchant, voilà, qui me fait 46, Balek. Petit match entre Shane Helms et Chris Justice, qui fait 54, 6 minutes 46. Voilà, Ronda John Knott, c'est un match régulier. Bon, ok. Spike Dudley contre Dave Finlay, classique CW Rules match. C'est un régulier, voilà. Donc ça fait une victoire pour Spike Dudley. Spike Dudley qui a gagné. Pas mal. Spike Dudley qui bat David Finlay. 54. Stevie Richards qui bat Steve Corino. 11 minutes 37. Match régulier, encore une fois. Et le main event sera un triple sweat de l'échelle. United Kid qui va conserver le championnat contre Shannon Moore et Chavo Guerrero qui se sont engueulés dans le premier segment. Rien de notable, voilà. Note de 77 pour Lightning Kid. Chavo Guerrero qui n'est pas trop dans le truc. 68. Qui me fait un 63 global pour la note de show. C'est XTV. C'est pas important. C'est du développement. Voilà, c'est pas ma priorité. Ça y est, on est sur le point de se booker ce Holiday in Hell. Ça va être un incroyable show à booker. On a Backstage Rating qui est à 100%. Je vais tout de suite mettre en broadcaster Request TV, bien entendu. Parce que bon, là... Request TV, c'est logique hein, qu'il soit aussi bien placé. Des locker room incidents qui concernent Terry Funk. Voilà, Terry Funk et Doug Gilbert. On va passer des tips, voilà, des tips sur travailler en tant que heel à John Zanding, qui est babyface pour l'instant dans la compagnie. On donne quelques petits conseils. Terry Funk qui va donner également des conseils pour bosser en heel à Devon. Et là, c'est bien parce que Devon est heel. Et également Dean Malenko et Doug Gilbert, où Dean Malenko va passer des tips à Doug Gilbert pour bosser en tant que babyface. Doug Gilbert, il est loin de pouvoir bosser en babyface, hein, dans mon idée. Donc, mais voilà, mais ça fait toujours plaisir. Bon, pas plus d'informations que ça. Allons dans la True State. L'industrie descend un petit peu. C'est où je voulais aller bosser. Je sais plus exactement où je voulais bosser. Par rapport à l'importance, par rapport au show. Size... je voulais aller dans les Grands Lacs. Je voulais me pointer dans les Grands Lacs. Je vais aller dans les Grands Lacs, même si ça me fait une moins belle rentrée économique. Allons dans les Grands Lacs. Great Lakes, qui est ici, voilà, les Grands Lacs. Bon, l'industrie se casse un peu la gueule, mais c'est pas bien grave. On va essayer de travailler correctement. ME Pirani Arena et Event Center, ok, qu'est-ce que ça fait ce truc-là? ME Arena, beaucoup d'ME Arena, beaucoup d'arènes dans les parages. ME Arena, j'ai peut-être mal écrit le truc. C'est quoi qu'ils m'ont dit déjà? Peak Base Venue, c'est... ME Pirani Arena, pardon. Donc on est dans le Michigan. Et là-dedans, on fait quoi? 4500 personnes. 4500 personnes, ok. 4500 personnes pour ce booking, voilà. Donc, Assignas Venue, on est parti. Booking, les amis. Gros show à venir. Holiday in Hell débute. C'était compliqué à booker. Je dis ça chaque fois que je book un pay-per-view. Parce que je vais terminer pas mal de programmes ici. Je vais donner de la place pour en démarrer de nouveau. Mais j'ai l'impression que voilà, peut-être me perds un peu
tu vois, pour essayer de correctement me placer. Et justement, Malenko, vous le saviez, je l'ai fait démarrer Babyface, et mon projet c'était de le passer heal. Et là, avant de reprendre la parole, avant le cut, je lis bien entendu les petites réactions qu'il y a autour de ce match entre Rocky Maivia et Dean Malenko. Malenko, mon but c'est voilà, qu'il trahisse Chris Benoit et qu'il démarre un programme ensemble. Mais the Heinz at Malenko heel turn didn't go well with the crowd, we still remember his recent turn. C'est-à-dire que je prépare en effet ce heel turn pour Malenko, mais les gens le perçoivent un petit peu trop venir parce que son précédent turn en tant que face est trop récent. Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir utilisé qu'en babyface dans la compagnie. Enfin bref. Donc, je peux pas faire le turn. Je peux pas. Même s'il est largement. Donc voilà, le build-up est seulement sur un segment. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende, surtout que j'ai un autre turn qui va arriver un petit peu plus tard, qui est pas du tout dans le même esprit que celui-ci. Mais je dois attendre. J'ai quand même un super 76, mais Rocky s'est blessé. Rocky s'est blessé, ça c'est pas bien chouette. Rocky gagne le match avec l'intervention de Doug Gilbert, hein, il faut le savoir. Derrière, il va y avoir engueulade entre Benoit et Malenko, et forcément, ça laisse sous-entendre que. Ça n'est toujours pas bien perçu par le public. J'amène toujours pas le heel turn maintenant. Il y a cette discussion entre Malenko et Benoît. Malenko dit à Benoît, t'es pas là pour m'aider, on pourrait former une équipe, on pourrait partir à la Sotag, mais toi tu vois que le titre mondial, je suis venu dans cette compagnie pour toi alors que j'avais une carrière chez WCW. Enfin bref, t'imagines le topo, on est à l'ère du shoot, ça en met plein la gueule. Bref, les Dudley Boys. Alors, il n'y a pas d'aspirant numéro 1 au titre clairement identifié, donc il y a un tournoi pour déterminer des aspirants numéro 1 au titre, avec 2 matchs qualificatifs, et les vainqueurs de chaque match vont se qualifier pour affronter Sexton Castle et Christian Cage un peu plus tard dans le show dans un triple sweat match par équipe. J'ai décidé ça parce que les Dudley Boys venaient de perdre contre John Zandig et Spike Dudley, donc du coup, on fait la revanche. Dans un match qui a du descent catch, pas beaucoup de hits, les Dudley Boys battent Spike Dudley et John Zandig dans un match hardcore, où Devon Dudley bat Spike Dudley par pinfall après un Dudley Death Drop. Spike Dudley était le weak link du match, j'ai fait une note de 37, le malheureux. La storyline avance, ça va, 73 avec Edge et Christian, ok. Ça se passe bien, voilà. Joey Styles recrute, tout va bien entre les deux. John Zandig a pris un gros bump dans le match, un crazy bump. Ça va. Spike Dudley veut pas prendre de crazy bump. Je suis un peu surpris, un peu déçu. Gros angle, avec Paul Heyman et Taz qui veulent mettre tous leurs différents côtés. Voilà. Je pars pour un match très important ce soir dans ce Fatal 4-Way. On met pas mal de choses en jeu, donc j'aimerais que toi et moi on soit sur la même longueur d'onde au moins une fois tu vois de notre vie. Taz ne fait pas ça pour Paul Heyman ne fait pas ça pour Taz. Donc que les deux hommes se mettent d'accord, laissent les choses de côté pour ce match. Paul Heyman n'interviendra pas dans le match quoi qu'il en soit. Il donne sa parole à Taz. On connaît la parole de Paul Heyman, on peut toujours se poser des questions. 88, gros segment, ça plaît à tout le monde. Derrière, Doug Gilbert. Pénard, il est assis, là, tranquille, Doug Gilbert, ça va? Ouais. Cherche toujours un partenaire? Ah bon? Bah, j'en ai pas. Bad Bull Buster vient le voir et fait, ah, c'est con, tu m'as rejeté comme partenaire. Alors que j'ai déjà été champion par équipe plusieurs fois, tu l'as déjà été aussi, et on aurait pu bien s'associer, et finalement, tu cherches un partenaire pour là te mettre dans le tournoi par équipe, mais je vais devoir prendre ta place. Et Gary Wolf apparaît et attaque Doug Gilbert pour aucune raison possible, il n'y a rien qui justifie ça. Hein. Vous pouvez me traiter sur internet en me disant c'est pas cohérent. Pas de problème, j'assume totalement. Je sais pas quoi foutre avec Matt Bullbuster et Gary Wolf séparés. Je les remets ensemble et ils attaquent Doug Gilbert. Et le pire, c'est que dans tout ça, même si c'est sur 15 segments, je m'en bats les couilles, Gary Wolf tourne heel. Et c'est bien passé, apparemment. Juste pour les gens. Donc bon. Il tourne heel et les Pitbulls, reformés de ce fait, hein, reformés les Pitbulls, battent Moore et Helms dans un petit match qui fait qu'à 60 de rating. Les gens sont pas si excités que ça. Match qui a pas beaucoup de hits. Les Pitbulls vont battre Shannon Moore et Shane Helms en 8 minutes 31. Pour Gary Wolf va battre Shannon Moore par pinfall après un 8-hit Superman. Voilà. Les Pitbulls sont reformés. De ce fait, du fait de leur travail en équipe, ils font 70 chacun en notes. Ils vont retrouver des notes correctes, ça va, ça fait plaisir. Shannon Moore et Shane Helms font 44 et 42. Bon, c'était dans le tournoi, mais parce qu'il fallait occuper le terrain. Francine et Tommy Dreamer font une grosse promo avant le match contre le Sandman. Donc tu fais un petit 67. D'ailleurs, on perd un peu de 8. Derrière, en revanche, c'est parti dans un énorme match, un gros match hardcore,
Parce qu'on est même dans un Raven Rules match, hein, tu vois. Gros match hardcore, maintenant je peux me le permettre, je suis en pay-per-view, je fais ce que je veux. Tommy Dreamer va battre le Sandman en 13 minutes 04 par soumission. Note de 78, note de 74, je termine la storyline là. Parce que j'ai pas de raison particulière de la continuer à ce point précis. Entre Tommy Dreamer et le Sandman, je vais amener Tommy Dreamer sur d'autres programmes qui m'interpellent un peu. Je l'ai retiré un petit peu de la title picture, il serait peut-être temps de le remettre un petit peu en haut. Donc le Sandman a perdu, Tommy Dreamer se sort du truc, voilà, il lave sa rivalité, on va pas y rester 10 ans. Ça fait quand même longtemps que ça dure, cette affaire entre Dreamer et le Sandman. On va passer à autre chose tranquillement, victoire de Tommy Dreamer au final. Et le Sandman a bien bossé, il a bien fait le taf, il a bien bu carrément, il a très très bien fait le taf jusqu'à présent. On calme un petit peu les gens, avec un four-way pour le titre télé, le Lady Kick qui va conserver, voilà, son championnat télé contre Chavo Guerrero, Kid Cash, Stevie Richards, voilà, les pas trop mauvais, je dirais, de ce programme XTV, et c'est bien, ça me fait une bonne note, on a un petit peu calmé les gens, voilà, 63, honnête. Le gros match entre Terry Funk et Vader ne fait qu'un 75, probablement dû aussi au fait que la blessure de Vader va pas être trop aidée. Je les ai quand même mis sur un programme de 13 minutes. Vader va battre Terry Funk par soumission. Vader gagne. Clean. Rien. Voilà, pas de problème. On avance, mais on perd de la hit. Par contre, la storyline se termine ici. Parce que voilà, Vader, il a battu Terry Funk. Il n'y a pas véritablement de raison de vouloir continuer. Vader, ce qui m'embête, c'est que il a battu Terry Funk. Terry Funk, je vais justifier le fait de le déplacer. Oui, c'est un peu étanche ce que je vais faire. Je vais le déplacer à XTV quelque temps. Pour améliorer le locker room. Et surtout que Terry Funk, là, je vais pas avoir d'utilité particulière avec lui dans les prochaines semaines. Donc je vais le déplacer à XTV s'il me l'autorise. C'est pas dit, parce que je crois que dans le contrat que je lui ai fait signer, il veut pas faire des shows B. Hein. Mais même si je le fais pas, Terry Funk, là, quoi qu'il en soit, va se reposer. Je vais plus l'utiliser tant que ça. Prendre un peu de repos, parce que ce qui est un peu triste avec Terry Funk, c'est qu'il est pas vraiment dans mes plans. Là, pour le moment. Peut faire des bons petits matchs, etc. Mais il faudrait lui faire perdre de l'overness pour qu'il se replace un peu plus vers la midcard. Mais bon, voilà, impact pour Vader. Rick Rude, Kurt Hennig et Janet Jameson complotent backstage. Apparemment, il y a un plan. Ils ont un plan. Rick Rude dit à Kurt Hennig, j'ai parlé à quelqu'un. On ne sait pas plus. Il a parlé à quelqu'un. Très bien. 74. Triple Sweat par équipe. La finale, en quelque sorte, voilà, de ce petit tournoi. Dudley Boyz contre les Pitbulls contre Edge et Christian dans un match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public. Les Suicide Blondes vont conserver les championnats par équipe contre les Dudleys et les Pitbulls dans un match Ultimatix. Oui, j'ai oublié de le dire. Finale Ultimatix, comme on a fait des Ultimatix là pour le titre principal. C'est bien, c'est pas mal. En 15 minutes 14, quand Sextonat Castle va récupérer l'objet, enfin récupérer les ceintures plus précisément, les Suicide Blondes font leur 4e défense du championnat par équipe. Et je termine la storyline ici. Voilà, elle a avancé la storyline. Bon, on finit sur A75. J'arrête la storyline par équipe parce que... Pardon, excusez-moi. Je vais essayer de mettre un peu les Pitbulls en confrontation directe avec Edge et Christian. On va tenter ça, tu vois, pour essayer de diversifier un peu. Je vais peut-être utiliser Dudley dans peut-être un autre registre, peut-être un peu plus en solo, comme je m'étais prévu de le faire. Même si, bon, ça sera pas plus efficace que leur combat tag. Hein. En tag, ils sont intestables, hein, les mecs. Mais on va essayer peut-être quelque chose d'autre. On va tenter. Bubba et Dudley, In-Ring Performance, Devon Dudley, voilà. Il y a des très très bonnes notes dans tout ce que je vois. Bon, forcément, il y a deux équipes qui arrivent un petit peu plus cramées au ring parce qu'elles ont eu un combat, mais c'est pas si mal. 75. Le fameux Fatal 4-Way pour le championnat principal me fait qu'un petit 71. Je suis un peu déçu. Voilà, parce qu'en plus, la storyline entre Taz et Mr. Perfect va perdre de la hit. Mais attention. Dans un match qui a eu du superbe catch et de superbe hit, Kurt Hennig va battre Raven, Taz, Chris Benoit dans ce Fatal 4-Way en 19 minutes 48, quand Kurt Hennig va battre Raven par soumission avec un kneebar. Durant le match, Brian Pillman est intervenu pour attaquer Raven. Brian Pillman a fait ses débuts à la ECW. La storyline Loose Cannon Nevermore commence ici, entre Raven et Brian Pillman. Raven est quand même celui qui me fait la moins bonne note, un 67. Benoît me fait un 76, Taz un gros 83, Kurt Hennig un gros 82. La gimmick de Loose Cannon, d'ailleurs, fait... Elle fait un rating d'average, donc c'est moyen finalement, c'est un peu dommage. Bon. Mais derrière, grosse pro, bah oui, Pillman il est dans les parages, il va continuer d'attaquer Raven.
il va l'enterrer 6 pieds sous terre, il va faire une incroyable promo micro, et la storyline, voilà, démarre véritablement là. 87, il tire la foule dans sa main, Brian Pillman, c'est génial au micro. Les gens sont très excités à l'idée de voir un programme démarrer entre Pillman et Raven. Limite, Kurt Hennig et son championnat passent encore au second plan. Voilà. Pillman fait ce qu'il veut. Petit speech. Je vais donner des encouragements à Raven, à Rocky, à Taz, pour essayer de les garder bien, tu vois. Surtout Raven. Bon, il a pas réagi, Raven, mais bon, il faisait un petit peu la gueule ces derniers temps. Voilà, amical, plus qu'amical. Quelques petits retours hein, par rapport à ce qui s'est passé. Bon, il y a des morals issues un petit peu partout. Matt Bullbuster a des morals issues, Steve Corino, Rocky Maivia, quand même, Chris Shetty. Voilà, là, c'est pas bien swept. Il faudrait que je donne une gimmick à Chris Shetty. Pourquoi il a pas de gimmick, lui? Ah ouais, c'est vrai qu'il est en gimmick non. Oh, bah pourquoi On va lui trouver un truc, je sais pas, moi. Il est face. Il est face. Face. Remarquez, réalistique. Voilà, parce que j'ai pas vraiment envie de lui donner une gimmick très marquée pour le moment. On va mettre Young Lion, hein, c'est un jeune catcheur, voilà, select, c'est pas bien compliqué. Hein. Ça, c'est une gimmick qui devrait passer, il a 22 ans, Young Lion, c'est bien. Rocky Maivia s'est blessé, ça c'est triste. Le buy rate est de 0.05, c'est, je crois, moins que ce qu'on avait fait la dernière fois. Et Section Castle parle de Rocky Maivia en disant c'est un natural talker, donnez-lui des promos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Selon mon opinion. Section Castle qui commence à me donner pour la confiance, il me donne des petits conseils comme un vétéran. Voilà. Pourquoi pas. Le roster, on est où au niveau du roster? Oui, je voulais voir surtout au niveau de l'aspect médical qui était blessé, pour combien de temps, comment ça marche. Rocky Maivia, ah ouais, 40 jours, et là je peux pas du tout l'utiliser. 40 jours pour The Rock. The Rock est pas là. The Rock est out après sa victoire contre Dean Malenko. Ça, c'est un coup pas bien simple. Je peux toujours utiliser Vader, Al Snow, mais bon, pas dans les meilleures des conditions. Steve Corino se plaint pour, oui, parce qu'il n'a pas été augmenté. Rocky se plaint. Ah, il se plaint, oui, du renvoi de Rey Mysterio. Ne me parle plus de ça. Ne me parle plus de ça, Rocky. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Oh. Incident avec Kid Cash, donc pour Crescetti, ça on s'en fout. Là, c'est pareil, c'est incident pour Shane Helms et Danny Doring. C'est incident aussi, donc bon... Ça, c'est du comportement, ça les passera, ça les passera. Et Terry Funk, je peux pas le mettre en fait à XTV. J'ai bien l'impression que non. Hein. Je pourrais pas le passer à XTV. Bah si, apparemment si. Mais il m'a pas dit que dans son contrat... Non, il en paye par apparence. Ah oui, ne catche pas sur les shows B ou les house show TV. Ok, je vais négocier. Terry Funk. En paye par apparence, toujours. Pas... On va pas changer ce truc-là. Paye par apparence. Je vais mettre un contrat, voilà, 2005, 2007, voilà. Voilà, pas plus. Trajet non couvert. Et je vais faire excepter les house shows seulement. Parce que j'ai fait excepter les shows B. Et je sais pas si c'était le bon move, s'il va accepter juste comme ça. Voilà, je peux rendre le contrat officiel. Ça lui fait une petite augmentation de 30$ par apparence. Je sais pas non plus, voilà. Et il acceptera, je pense, d'apparaître sur les shows B, hein, désormais. Voilà, et on prépare sa petite retraite tranquillement à Terry Funk. Il faut penser à nos anciens. Voilà, c'est important, bien sûr. On va avancer, ça va être, je vais marquer une petite ellipse hein, dans la conception de cet épisode, et revenir terminer le mois de juin. À tout de suite les amis. Relais copains, je reviens de ma journée de travail. Oui, journée de télétravail, voilà, que j'occupe, hein, j'occupe mes heures. Hein. Attends, j'ai des petites heures à faire qui sont bien entendu obligatoires dans le cadre de mon job. Ouais, il y a des horaires de présence au moins sûrs que je dois assurer, même de chez moi. Donc, je reviens à ma partie en constatant une chose très importante, c'est que le titre principal, titre heavyweight, perd en prestige, perd en image. Il devient, je pense... Est-ce que c'est logique que ça perde en prestige? Peut-être bien oui, peut-être bien que non, parce que c'est depuis que Kurt Hennig là que ce titre perd en prestige. Sexton Castle, Christian Cage ont fait baisser aussi le prestige un peu vers le bas. Championnat télé revient, tu vois, en plus défendu principalement dans un show minime, repère énormément en prestige. Est-ce que c'est en lien aussi en lien avec le fait qu'on soit au niveau culte, qu'on ait perdu pas mal, tu vois, à ce niveau-là? Voilà, c'est possible. Je ne saurais pas vraiment le dire. 77, alors pour l'instant, voilà, le titre de Kurt Hennig est aussi important que les championnats par équipe détenus par Sexton Castle et Edge. Donc à voir comment ces choses-là évolueront. Je sais pas du tout si tu prends d'autres compagnies, comme, je sais pas moi, prends une autre compagnie si tu ris,
On va regarder, non, ça c'est les académies, les compagnies. Prenons WWF. Voilà, regardons le profil, les titres. Ouais, tu vois qu'au niveau du prestige, par exemple, championnat intercontinental est à 47, mais tu vois, on a un niveau beaucoup plus important. Le championnat du monde est à 76, mais sur un rang national. Donc, c'est peut-être finalement pas si étonnant qu'on ait perdu pour un niveau culte. Je vais peut-être comparer avec une autre compagnie qui est au niveau culte actuellement. Alors, Smoky Mountain est au niveau culte. Si on va regarder leur profil, si on va regarder les titres. Heavyweight, 79, donc apparemment leur... Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'on peut comparer leur championnat avec le nôtre? Tu vois, sachant que là c'est un level main event, moi j'ai un level floating. Le Viking, c'est qui le Viking? Il fait quoi le Viking? Il est bon le Viking? Il est populaire? Ça marche comment? Il est pas pire populaire que ça, hein. C'est des stats de... Allez, 2 permis de quart d'heure hein, chez nous. C'est pas non plus... Ah, voilà. Le barbare de la Mid-South, John Nord. Tout à fait. Qui est plus si jeune, hein, 37 ans. Enfin bon, là, ça va encore. Pas particulièrement intéressant hein, pour que nous, ce qu'on voudrait en faire dans la compagnie. Je préfère que je regarde. Bon, 70 en brawl, ce qui est pas si décollant. C'est pas du tout une priorité. C'est pas une priorité. Bon, ok, on est dans une moyenne. On est dans une moyenne. On va essayer quand même de faire remonter ça. Enfin, Kurt Hennig va pas rester champion éternellement. Là, désormais, j'ai plus que 2 storylines en place, mais je vais faire le nécessaire rapidement pour que... voilà, on en recrée de nouvelles, notamment, est-ce que c'est un bon plan de partir sur les Pitbulls contre Edge et Christian? Je vais voir si ça nécessite vraiment d'en faire une storyline. On est parti, bouclons cette dernière semaine rapidement, voilà, qui va pas être la plus intéressante, je pense, de ce mois de juin. Bilan économique pour clôturer cet épisode. Des amitiés se terminent entre Scott Hall et Don Barry, ils sont plus amis. Ils sont plus amis, on se parle plus, et puis elle m'appelle plus, on a arrêté. En revanche, une autre information qui, elle, m'intéresse. DDP est en fin de contrat à la WCW, se voit offrir, bien entendu, une extension de la part de WCW. DDP a 41 ans. Et il faut le savoir, DDP, il a eu il a connu le pic de sa popularité, même le meilleur, je pense, de sa forme physique, même dans ce qui est du catch, à 40 ans. Voilà, c'est 96, 97, les grosses années DDP, c'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que... Et même avant ça, tu imagines, le mec, il était longtemps manager. Voilà, il n'y a jamais eu des rôles très importants dans le catch. C'est vraiment, tu vois, à partir de ses 40 ans que ça a explosé pour lui, que tout a changé, quoi. Et DDP était rendu vraiment à un rang culte du côté de WCW, clairement. Même en popularité. Popularité, pourtant, on est dans des 50, hein. C'est pas non plus des popularités... c'est pas non plus exceptionnel. Je sais pas, moi, combien ça se négocie un DDP? Ce qui ferait plaisir, bien entendu, à Raven, les deux mecs sont potes, hein, ça c'est clair. Il coûterait que 10 000 $, Diamond Dallas Page. Il coûterait que 10 000 $. Popularité pas les plus exceptionnelles. Basic Psychologie, on est bien. Brawling, on est décent, on est correct. Chain Wrestling, Match Wrestling, c'est pas pire. Hardcore, on n'y est pas, hein, voilà, on n'y est pas du tout. Il est athlétique, il a un bon selling. Ce qui est très très bien, par contre, voilà, c'est Star Quality, il a 91. Hein. Star Quality, meilleure performance en heel qu'en face. Ça, je suis un peu étonné parce que ça a quand même été un babyface fantastique, Diamond Dallas Page. Eh bien, écoute, on va regarder l'offre qui a été faite par WCW qui offre 10 000 $, 10 800 $ pour 2 ans, avec un bonus de 10% par événement. Disponible pour travailler sur toutes les choses, sérieusement considérées. On va proposer 10 900. 10 900 $ pour Diamond Dallas Page. Pour 2 ans. Pour 2 ans, 2 années. Comme le fait WCW. Avec, pareil, un bonus de 10%. Voilà. 10% par... Ah, eux, ils proposaient par show. Non, par event. 10% par event. 10% par event. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de le proposer comme ça, apparence illimitée. Il y a un peu de star power, en effet. Il y a quelque chose qui peut être intéressant à jouer avec DDP. J'ai besoin de babyface comme ça, un peu populaire. Ça peut prendre. Voilà, ça peut prendre. Je la propose. Il accepte cette terme, mais il dit qu'il a quand même une meilleure offre de la part d'une compagnie, à moins que j'améliore mon offre, il restera chez eux. Bon, ce qui fait que même avec une proposition commerciale supérieure, je suppose que l'ordinateur réfléchit de la manière suivante. Je pars quand même d'une fédération, enfin d'une structure nationale pour me retrouver
dans un truc qui est niveau culte, bon, il va falloir que tu te proposes mieux. Donc, on va essayer de proposer mieux. Trajet long couvert. Dans ce cas, je baisse tes trajets, hein, on va pas déconner. Je baisse tes trajets, tu seras jamais en dessous de mi-quart d'heure. Pour moi, DDP est jamais en dessous de mi-quart d'heure. Je vais lui proposer 3 ans. Peu importe, ça changera rien. Je sais pas si on nous fera encore 3 années dans le jeu, donc de toute façon, sinon on est à l'épisode 100. Donc je vais lui proposer comme ça, et si je fais ça, il accepte ces termes, à moins qu'il ait une meilleure proposition à l'avenir. Donc, j'officialise ces termes-là pour le contrat de Diamond Dallas Page. Ok, moi ça me va. Ça me va. Ça me va. On verra si on arrivera à récupérer DDP. On a perdu Rey Mysterio. Bon, DDP ce serait quand même pas mal. Booking de Hardcore TV, les amis, où on va bien entendu travailler les débuts de Brian Pillman. Devon Dudley, voilà, bonne ambiance, il fait des dessins sympas de ses copains. Pour moi, ça me plaît, c'est très bien, c'est très joli. Et on est parti, faisons le catch. C'est vrai que j'ai plus Rocky Mayavi. Hein. La Dangerous Alliance ne ressemble plus à rien là, en l'état. Hein. Elle est très délicate à envisager. Alors, bien entendu qu'on allait ouvrir ce Hardcore TV avec Brian Pillman. Mais oui, Brian Pillman était la star quand même de ce Holiday in Hell. Il n'a pas catché. Il est venu quand même coûter la victoire à tous les babyface. Et ça plaît pas. Et Brian Pillman qui est accueilli par les Viva. T'imagines, on est là cette fois-ci New York, Tri-State. 9900 personnes en folie devant Brian Pillman, qui est à les lumières, qui apparaît comme il avait fait à l'époque à la WCW, à la ECW. C'était un moment, tu vois, qui était gravé dans les mémoires comme les moments les plus cultes de la Extreme Championship Wrestling. Pillman va bien entendu parler de ce qu'il a fait à Raven, et qui en a marre d'entendre le corbeau jacasser au loin. Voilà. Voilà. Et que désormais, la ECW va totalement partir en vrille, puisqu'il est dans la place. Taz arrive, bien entendu. Taz, pas content, parce que Taz, lui, prenait le championnat quand même très au sérieux, tout comme Chris Benoit. Et là, c'est encore une intervention extérieure, et Taz se plaint aussi de ne pas avoir la possibilité de se battre contre Kurt Hennig en 1 contre 1. Il faut toujours qu'il y ait des mecs qui viennent, des mecs ceci, des mecs cela. Et Pillman lui dit « Oh, tu te plains beaucoup, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es censé être tough, hein? Montre-moi que t'es tough, ce soir on s'affronte. » Brian Pillman, il est comme ça, lui. Il veut du challenge, il vient pas là pour rigoler. Et Taz et Pillman, ça se plaît. Ils vont se trouver ce soir, ils vont s'affronter, et ça va être bien. Et, de ce fait, la storyline entre Raven et Pillman commence. Et j'ai pas peur de griller déjà, dès le départ, une belle affiche entre Taz et Pillman. Ça sera le main event de ce Hardcore TV. Les gens sont contents, hein. 86, tu leur fais l'annonce, ils sont... Tommy Dreamer qui va prendre du momentum. Ah, voilà, il a battu le Sandman, il sort de sa storyline, il va affronter Chris Justice dans un match hardcore à la con, hein, voilà, on fait de mieux, hein, à la ECW. 7023 par pinfall, Dreamer DDT, on n'en parle plus. Je suis toujours content de voir les petites annotations entre Joey Styles et Rick Rude qui travaillent apparemment très bien ensemble à la table des commentateurs. Tommy Dreamer me fait une note de 85, il est dans son élément, Chris Justice gagne de l'expérience, on va dire, voilà. Alors, ça c'était assez intéressant pour moi, puisque j'arrête cette idée, l'idée que j'avais de tourner Hill Malenko. Pour l'instant, je vais mettre ça de côté, c'est trop tôt apparemment, donc laissons les choses se durer. Par contre, Chris Benoit, qui sort de la title picture, je pense cette fois-ci, peut peut-être lancer un programme en tag. Et j'ai envie de renforcer mes divisions tag, c'est pour ça que j'ai recréé les Pitbulls, je crée Benoit Malenko, enfin je recrée Benoit Malenko, ça existait déjà avant. Benoit Malenko et Pitbulls font match nul, 14 minutes 40, l'arbitre perd le contrôle sur le match, on a un très bon match qui me fait un 73, avec des notes voilà, très correctes, hein. Benoit fait 80, Malenko fait 80, Benoit fait 86, 56 et 63 pour Matt Buster et Gary Wolf. C'est décent, honnête, ok, ça me va. Vader est sur place, Vader il vient juste pour faire une promo ma gueule, pour dire qu'il est prêt à faire une nouvelle victime. 92, les gens sont concernés. Vader est là... Voilà, il prendra juste un cachet pour ça, on le reverra plus après sur la fin du show, mais 92, l'efficacité est présente. Petit match pour déconner, 3 contre 3, on va mélanger un petit peu XTV et Hardcore TV. Stevie Richards, équipe avec les Suicide Blondes, c'est la BWO qui est recréée. Hein, si vous vous souvenez des précédents épisodes, on avait fait la BWO avec ces 3 hommes-là hein, qui avaient laissé tomber Raven, hein, souviens-toi, là c'est des souvenirs, hein, voilà, c'est la nostalgie.
de quand les épisodes sortaient régulièrement. Ils affrontent le Lightning Kid, qui fait équipe avec les Dudley Boys pour l'occasion. L'idée derrière tout ça, c'est de donner la victoire à Stevie Richards, qui malheureusement est le weak link dans l'histoire. Bon catch, bonne hit. Stevie Richards bat les Suicide Blondes quand Stevie Richards bat le Lightning Kid par pinfall après un Stevie Kick. Il a battu le champion avec un Stevie Kick. Le titre n'est pas en jeu, bien entendu, un bon théorème d'Euro à l'ancienne. Et bien ça marche bien, voilà, ça me fait un match qui me fait 75. Et même Stevie Richards, s'il est en dessous de tout le monde, il fait quand même à 64 bien décent. C'est un bon 3 contre 3, bien divertissant, bien placé, 75. Très bien. Paul Heyman, qui avait mis en place le Fatal 4-Way pour aller contre l'autorité de Jenna Jameson et Kurt Hennig, n'a malheureusement pas pu les destituer du pouvoir, hein, puisque Kurt Hennig est ressorti champion lors du dernier show. Et dans une très belle promo, puis on fait encore un 90, dès que Paul Heyman est impliqué, de toute façon, là, les scores explosent. Paul Heyman va être, dépourvu de ses fonctions de booker, il pourra plus interagir de cette manière-là, à nouveau, puisque, voilà, il l'a fait une fois, ça a raté, Jenna Jameson est bien contente de lui mettre ça dans la gueule. Apparemment, elle fait un superbe travail sans script pour avoir les gens dans sa main, etc. Elle fait du bon taf, Jenna Jameson, ça marche super bien. Et ça le fait, et Kurt Hennig est ravi avec son titre. Paul Heyman ne pourra plus être décisionnaire de qui affrontera Kurt Hennig à l'avenir. C'est Jenna Jameson, voilà. Il y a des logiques qui vont se mettre, il y aura peut-être des défis, il y a peut-être des... On verra bien. Mais Paul Heyman ne pourra plus intervenir à nouveau, il est mis sur le tapis. Qui lui sauvera son honneur, hein, on le découvrira, je l'espère. J'espère. Gros segment. Brian Pillman contre Taz ne fait qu'un 75, dans un match quand même décrit comme exceptionnel. Brian Pillman va battre Taz dans ce classique ECW Rules match, 15 minutes 55 par pinfall, après le Air Pillman, après une distraction de Kurt Hennig qui va se permettre, en plus de ça, voilà, il avait vanné Paul Heyman, il avait mis une petite cartouche à Taz, d'aller justement détourner l'attention de Taz pour permettre à Pillman de gagner le match. 75, honnête, Brian Pillman fait un 79, Taz un gros 86. Derrière, bien entendu, Pillman, qui célèbre, va récupérer la monnaie de sa pièce, de Raven, qui va arriver de nulle part du public, et casser la gueule à Brian Pillman, 84. Gros segment, les copains, bah bien sûr, gros segment, puisque cette storyline va être très intéressante, la storyline des débuts de Brian Pillman, embarqué dans une guerre contre Raven. Voilà, 80, meilleur show qu'on ait fait, bah c'est très bien ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? 80, grosse note, parfait, impeccable. C'est ce qu'il faut, un bon 80 des familles. Et de ce fait, notre 80 nous conduit à avoir quelques petites informations, notamment des renégociations de contrat avec Doug Gilbert, voilà, qui sont assurées. J'ai signé un Doug Gilbert, on le voit quasiment toutes les semaines, donc tout va bien. Terry Funk, je lui ai proposé voilà, un contrat pour qu'il puisse bosser en bichot, il doit me répondre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme information? Hardcore TV, 1.69, pas mal, c'est pas mal. Et WCW qui a changé les termes de son contrat proposé à DDP, on va voir l'offre, et ils sont montés à 15 450 $ par mois. 10% par événement, signing bonus de 7000, ok, 10%. C'est largement mieux que moi sur le coup, et je pense pas que je vais aller jusqu'à m'aligner. Hein. Je vais pas m'aligner sur Diamond Dallas Page. Ce sera peut-être pas trop tard, hein, parce que vous aurez la possibilité peut-être de le conseiller, il va peut-être pas signer d'ici la fin du mois. Je vais laisser pisser pour le coup, voilà, je vais laisser pisser. Je préfère aussi regarder économiquement là comment on s'en sort avec ce qu'on a fait. Hein, on a libéré de la marge salariale hein, avec Rey Mysterio, moi je veux plus en parler. Bon, Hardcore TV c'est bien, hein, mais XTV c'est la merde backstage. Et justement le Lightning Kid, full bordel, apparemment il aurait provoqué Shane Helms dans une grosse discussion, une grosse dispute, plutôt bien agitée. En tant qu'employeur, je dois prendre des décisions. Je suis pas vraiment en bon terme avec Shane Helms. Par contre, Sean Waltman fout un peu le bordel. En ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Un bon vieux, une bonne vieille fine. Voilà. Slim Tension avec nous, très bien. Shane Helms est content. Bon, voilà, il fallait gérer ça le plus décemment possible.
Incident avec Terry Funk et Danny Doring. Parce que Terry Funk, désormais, bosse pour XTV. Hein. Mais il peut pas catcher à XTV. Mais il est dans le vestiaire. Danny Doring, amené devant la cour, etc. Il a oublié de serrer la main. Bon, c'est coronavirus. Paye un coup à boire, voilà. Et tiens, Philippe Berry et Terry Funk, étonnant. Philippe Berry, donc notre nouveau commentateur, hein, bien sûr, accusé d'avoir oublié lui aussi de serrer la main à tout. Tout le monde va payer. Bah, tout le monde boit un coup à XTV. On leur apprend, tu vois, les bonnes choses aux petits jeunes. C'est très bien, ça. Très, très bien. Et Terry Funk est dans les parages. Voilà, Terry Funk, locker room leader. Terry Taylor, locker room leader. Il y a des locker room leaders, mais backstage rating qu'à 67. Ah. Shenems, négative influence. Hayabusa, isolé par la barrière de la langue. Le pauvre. Tu vois, pauvre garçon. On est dans la Twist State. De toute façon, oui, on était dans la Twist State. Ça avait dit New York. Je fais l'autobooker et on se retrouve tout de suite. XTV, c'est parti. On s'en fout un peu du XTV, mais bon, allez, c'est toujours gentil. Dans un match, Techno Kid. Techno Kid, désormais. Techno Kid. Bien sûr, Techno Kid. Voilà, changé de nom. L'Inferno Kid, c'est devenu le Techno Kid. Et il a une gimmick de clubber. Voilà. C'est quoi? Clubber gimmick, voilà. C'est awful. C'est pas bien du tout. Ça marche pas. Mais bon, il fait ça comme ça. Il fait comme Alex White à l'époque, le Techno Kid, il est fantastique. Il affronte Shannon Moore, et il va battre Shannon Moore d'ailleurs, dans ce match classique CW Rules match, par soumission. 8 minutes 57. Un match qui était là pour embarquer le public. Bon, bah, ça va. 50 pour Shannon Moore, 45 pour le Techno Kid. Techno Kid, enfin, ça marche pas. Les gens aiment pas. Oh full, pas terrible. Il y a une bagarre qui éclate backstage entre Hayabusa et Chris Justice. 35. On s'en branle. Et ils s'affrontent derrière, ils font un 55, ok. Et Chris Justice va battre Hayabusa dans ce match classique CW Rules match. Chris Justice gagne enfin un match, j'ai l'impression. Hayabusa fait une note de 54, Chris Justice 46. Voilà. Kid Cash contre Shenems. Sur le papier, c'est pas mal. Ça fait 62, c'est honnête. Victoire par pinfall pour Kid Cash. Voilà. Descend catch, pas beaucoup de hits. Pas beaucoup de hits. Ensuite, on a un angle backstage, backstage segment entre Chavo Guerrero et Steve Richards, qui se parlent pas bien, et ça tombe bien parce qu'ils vont s'affronter derrière pour le main event. Et Stevie Richards va gagner, bien entendu, va battre Chavo Guerrero Jr. pour gagner du momentum en vue d'aller affronter, vous en doutez bien, notre ami le Lightning Kid. Voilà, le programme qui se prépare, 57, 53, 61, petit show, voilà, qui fait 56. Pas assez de femmes attractives sur le show. Vrai qu'il n'y a que Lady Alexandra qui bosse là, il faudrait essayer d'avoir d'autres filles, voilà, impliquées dans ce bordel. Très bien. Je trouverai, vous inquiétez pas, je trouverai. XTV fait un 0.11, ce qui est pas trop mal. Et Kurt Hennig est désormais un big heavyweight. Un big heavyweight, Kurt Hennig. Ah bon. Ripped big heavyweight. Le mec, il est devenu huge, apparemment. C'est devenu Big Pop-Up Pump, Kurt Hennig. Big Pop-Up Pump, Kurt Hennig. On va peut-être changer la gimmick. Pas mal. J'ai la masse de morales issues. Hein. Là, il y a des gens qui vont vraiment pas bien. Il y a des petites morales issues, des grosses. Voilà, le Techno Kid, petite morale issues. Pourquoi faire? Ah ouais, ça n'aime pas sa nouvelle gimmick. Danny Doring, c'est toujours pareil. Comment j'ai géré l'incident. Alors, Shenems, il est content de la manière dont j'ai géré l'incident, mais morale issues, tu vois. Et Matt Bullbuster, morale issues, pourquoi? Ça se passe bien pourtant, il est pas content d'un booking d'un match d'avril 97 et ça fait encore la gueule. C'est pas possible quoi. Raven, ça devrait aller mieux. Raven il est dans un bon programme en plus. Bon, il va falloir que je vois, peut-être que je vais donner des bonus à ces personnes là qui râlent. On va voir le bilan économique. De toute façon, dirigeons-nous vers le bilan économique de ce mois de juin. Dans un épisode où il y a eu du bon et du moins bon, bien entendu. Hein, ça sera encore à vous de me dire hein, si la direction de cette ECW 1997 s'annonce correcte. Enfin, Holiday in Hell est quand même une belle réussite. Et l'avantage, c'est que on ait récupéré voilà, Brian Pillman. Hein, ne me parlez pas de Rey Mysterio, s'il vous plaît. Voilà. Je veux pas voir des commentaires. Voilà. Je serai profondément outré de la manière dont vous vous moquerez de moi sur cette vidéo. Vraiment, ne vous moquez pas de moi. C'est déjà assez compliqué comme ça. Quoi. Rey Mysterio. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Wrestler of the Year so far, c'est-à-dire Misawa. Ah, d'accord, ok. Il y a un bilan mi-annuel qui te dit que Misawa est le favori pour devenir le catcheur de l'année du Power 597. Sur la première partie, c'est lui. Compagnie de l'année sur la première partie, c'est CMLL, figure-toi. Ah bon? Le CMLL. Je suis assez étonné.
Le CMLL, compagnie de l'année. Ah oui, ok, donc il y a plein de trucs comme ça. L'équipe de l'année, ah, ce serait les Steiner apparemment. Rick Steiner, Scott Steiner. Le match de l'année, ce serait Razor Ramon qui bat Shawn Michaels au King of the Ring 97. Pas mal. Le show de l'année, c'est All Japan Pro Wrestling pour Command of the Temple. D'accord. Jeune catcheur de l'année, ce serait Masato Tanaka. Je voulais recruter à un moment. Le catcheur vétéran de l'année, hein, voilà, c'est El Canek. Hein, voilà, au Mexique, ça marche bien. Catcheuse de l'année, ce serait Shigusa Nagayo. 97, ça résiste, hein, Shigusa Nagayo, qui faisait partie des Crush Goals à l'époque, avec Lioness Asuka. C'est loin d'être décollant, hein, Shigusa Nagayo et Lioness Asuka, c'était vraiment les stars hein, dans les années 80, et Nagayo, voilà, très respectée. Dame très respectée. Clairement, très, très clairement. Je crois que c'est elle, hein, les Gaia Girls, si je dis pas de bêtises. Hein, Shigusa Nagayo, c'est les Gaia Girls, d'où vient par exemple Mariko Yoshida, pas Mariko Yoshida. Si, Mariko, elle fait les Gaia Girls. Non, Meiko Satomura. Meiko Satomura, c'est une Gaia Girl. Catcheur indépendant de l'année, ce serait... Qui est ce jeune homme? C'est Tom Zenk? Tom Zenk, le catcheur de l'année? Ah bon? Enfin, le catcheur indépendant de l'année? Il fait quoi, Tom Zenk? C'est quoi le projet? Il est pas employé? C'est quoi, pour les catcheurs pas employés de l'année? C'est ça, il y a des récompenses? Ok, si tu veux, si ça te plaît, peu importe. Ouais, et puis là, après, c'est des informations sur des événements. Allons voir le bilan économique. On a fait 138 000 $ de profit. 138 000 $ de profit. Autant vous dire que là, pour l'instant, on gère bien cette situation au niveau culte. J'avais très très peur, mais finalement, ça va. Rating XTV, donc tout ça, ça on connaît. Vader s'est vu offrir un contrat de la part de Bad Bat. Alors, Bad Bat, c'est Battle Arts. Battle Arts de Mensteyo, hein, voilà, qui est de Yuki Ishikawa. On lui a proposé, bon, c'est pour aller faire des tournées, c'est pas bien grave. Steve Austin, Steve Austin, il s'est fait proposer la même chose. Steve Austin, on peut toujours pas négocier avec. Non, on peut pas. Donc je l'aurai pas pour le prochain épisode, Steve Austin. Je sais pas exactement quand ce sera, on doit encore attendre quelques mois. Et Paul White, aka le Big Show, est désormais toned au niveau de son gabarit. Donc très bien, il se met en bonne condition physique, ça fait bien plaisir. Le momentum, on est à 85, hein, on n'arrive pas à monter beaucoup plus haut alors qu'on faisait des 100 au niveau culte. Le bilan économique donc de ce fait est plutôt bon, on va pouvoir le comparer à celui du mois dernier, où là la performance donc est plutôt chouette. PPV Revenue, on est à 94 000, compte quand même 104 000 hein, le mois précédent, donc on a un peu perdu en termes de pay-per-view revenue. Les ticket sales en revanche ont progressé par rapport au mois dernier. On peut pas trop comparer avec le mois d'avril où j'ai fait un show de plus dans le mois. TV revenu 299 000 $, donc c'est bien mieux que le mois précédent. Sponsor 126 000, c'est mieux, c'est légèrement mieux. Merchandising légèrement mieux aussi. Le MISC légèrement moins bien, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Le Worker Cost, qui a pris quand même à peu près 40 000 $. Voilà. 35 000 $ sur en plus, ça n'a pas trop changé la vie. Le coût des shows a légèrement baissé, tant mieux, voilà, parce qu'on a pris des salles aussi un petit peu plus petites. Le marketing, 175 000, ça ne bouge pas, le merchandising ne bouge pas véritablement. Les coûts de production restent les mêmes, le dojo reste pareil, un peu moins de misc parce que on n'a pas perdu voilà, cet argent qu'on a donné à la télévision. Donc je dirais qu'avec ces bonnes nouvelles, je vais aller guérir des moral issues, voilà. On va guérir des moral issues, on va donner 1000 balles à des personnes, voilà, qui vont être ravies d'avoir 1000 balles. Bon, il fait toujours la gueule même en ayant 1000 balles. Ah oui, moral issues, c'est 5000 balles. Donc, on va acheter le silence des gens. En leur filant 5000 balles. Voilà. Prends 5000 balles, Mad Bull Buster. Donc lui, il va prendre 6000. Hein, voilà, il va être heureux. Oh, 6000. J'ai fait quoi? J'ai donné 5000 à tout le roster. Parce que là, plus personne fait la gueule. Apparemment, ouais, j'ai donné 5000 balles à tout le roster. Je termine sur un incroyable fail. J'ai filé 5000 $ à tout le monde. Ben, ça fait beaucoup de sous. Ça fait beaucoup d'argent, non? Ah ouais, 246 000 $ j'ai dépensé. J'ai été trop vite, j'ai cliqué trop vite. Ça...
Hop, j'ai à peine fait et hop, clac, la touche, elle a fait ça. Mais t'as vu, j'ai filé 5000 balles à tout le monde est content. On essaiera de refaire de l'argent le mois prochain, c'est tout. Tant pis, Rey Mysterio, t'auras pas tes 5000 balles, toi. Ah, voilà, tout le monde les a eu. Bonus de 5000 balles. Un patron comme moi, ça se trouve, ça se respecte, ça se... Hein, 5000 balles comme ça, à tout le monde. Tout le monde. Prenez tous 5000 balles. C'est pour vous. On a encore 1 million de dollars, ça va, on n'est pas à la rue. Sur ce, hein, sur le fail dans sous ses plus belles formes. Je fais des gros bisous, on se retrouve prochainement sur Twitch, d'ailleurs, pour jouer à TEW, comme je l'ai dit, hein, créer une structure en France et on va partir vers l'infini et au-delà. On verra bien. On découvrira ça. Des prochains épisodes, hein, je vais essayer d'en faire, on sait pas combien de temps on va être dans cette situation-là, mais allez, on va essayer de se dire que ECW, un par semaine, c'est déjà un bon rythme, hein, on va pas en faire non plus trop, on va pas se noyer dedans, mais voilà, un bon par semaine, long comme celui-ci, je pense que c'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des gros bisous, bon courage, restez forts les amis, et je vous dis à la prochaine. C'est Destury. Ciao, bye bye.